Bienvenue à tous. Débrief du MXGP à Matterley-Bassine avec un nouveau venu, Jean-Christophe Vasquetto, le multicard de l'audiovisuel du motocross français, et Marvin Musquin, légende vivante du motocross français, évidemment. Comment ça va, les gars? Pas mal, plutôt pas mal. Très content d'être avec vous. Ouais, top. C'est bien que tu aies voulu venir sur ce débrief. On a mis Hugo à la porte aujourd'hui. Il faut qu'il s'entraîne. Il y a une course ce week-end, donc Il va il n'y a pas m'en pas le. vouloir, j'espère. Non, je pense pas. Il est quand même gentil comme garçon. Mais comme il y a une course, il faut qu'il s'entraîne. Donc, il n'a pas 2 heures à perdre avec nos conneries. Et Marvin Musquin, envoyé spécial, tout frais payé, DVTox Moto Ah amateur bon? des Bessines. J'étais pas au courant de ça. Faut que tu Ben, envoies tes notes de frais. envoie les notes de frais. Je filerai la secrétaire, au CFO. On verra ce qu'elle dit. Ouais. Bon, Ben ouais, ouais, petit week-end en Angleterre qui était ouais, pas prévu. Donc on a vu ça avec Mathilde un peu au dernier moment. Donc ça fait super plaisir de passer le week-end déjà en Angleterre pour le MXGP. Ça faisait très très longtemps. Je crois que tout simplement j'ai pas fait de MXGP depuis que je suis parti aux États-Unis en 2010. Fin 2010. J'ai fait aux États-Unis, je suis allé à Jacksonville et tout, mais j'ai fait les nations aussi, mais pas de GP comme celui-ci par exemple. Donc, et je suis jamais allé à Matterley-Bassine de ma vie, j'ai jamais roulé là-bas. Donc c'était sympa de voir ce fameux circuit qui est tout simplement magnifique. c'est que moi non plus, j'ai jamais roulé. Ma mère m'a demandé hier, quand on regardait la course, elle dit, t'as déjà roulé là-bas? Ben non. Moi, je crois qu'en Angleterre, j'ai roulé qu'à un endroit, c'est Foxy, là. Donc, Moi, j'ai été allé la première fois l'année dernière pour les Nations. Et c'est vrai que c'est quand même un site assez ouf, quoi. Mm, Et en plus, le dimanche, on n'avait pas trop de boulot. Donc, on avait pu vraiment se mettre, tu sais, au milieu. Et pour bien regarder les courses, on s'était régalé. ouais, ça a l'air beau, ouais, cette plaine-là, de la verdure et un terrain en plein milieu. Ben, on peut commencer sur le terrain. J'ai pas mal de mecs qui ont un peu râlé du terrain ce week-end. Surtout de la préparation. On a vu que c'était très sec samedi. Et ensuite, arrosage pas terrible, ben, peut-être la nuit, mais le dimanche matin, en plus avec les courses, pendant la course 125, c'était quand même bien mouillé. Et ça a donné un terrain assez monotrajectoire dimanche après-midi. Ouais, mais en fait, tout simplement, ben, la météo, quoi, tout ça, on l'a vu aussi en France, là, ça fait plusieurs semaines et qui fait très beau, très chaud. Et c'était le cas en Angleterre. Et voilà, les échos que j'ai eus, moi, je suis arrivé le vendredi soir, mais voilà, les teams qui sont arrivés dès le jeudi soir, et même voilà, le vendredi matin, c'était très sec. La base, quoi, du circuit était très sec depuis longtemps. Donc, ça a été difficile pour eux apparemment de vraiment noyer le circuit et d'attaquer dans des bonnes conditions pour faire des traces. Voilà, quoi, le fond était très 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 dur et très sec et ils ont eu du mal à arroser. En plus, il y a eu du vent et il faisait très chaud. On a eu quelques gouttes d'eau en plus le samedi, c'était assez incroyable, mais vraiment pas assez d'eau pour arroser la piste. Donc ça, c'était un peu dommage et c'est vrai que le samedi, pas d'ornière, des petits relevés mais qui se cassaient, ça s'effritait vachement, c'était cassant, ça glissait, donc forcément les pilotes sont beaucoup pleins et ils ont un peu plus travaillé sur la piste le samedi soir et c'est vrai que le dimanche c'était quand même bien mieux. Mais pour une piste et un Grand Prix comme Matterley-Bassine, avec ce qu'on a connu avec les Nations l'année dernière, mais bon, les Nations l'année dernière, c'était en septembre, il me semble, donc avec une météo complètement différente. Donc ça y joue. Je pense qu'ils ont été ouais, pris par la météo de plusieurs semaines et c'était très très sec et ils n'ont pas du tout mis assez d'eau, quoi. En fait, d'habitude, Matterley, c'est soit le début de saison, premier, deux, troisième Grand Prix, ou soit l'un des derniers. Là, c'est quasiment la première fois que c'était organisé à ce moment-là. Et c'est vrai que la base, comme c'est un truc naturel, il n'y a pas d'arrosage automatique installé. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais quasiment jamais vu la piste comme ça le samedi.
Et puis dimanche, en revanche, j'ai quand même trouvé malgré tout, la première manche MX2 au début c'était très gras, mais ça a vite séché. La première manche MXGP, les conditions étaient bonnes. Et puis comme tu le disais, DV, c'est vrai que les deuxièmes manches étaient beaucoup plus monotrajectoire. C'est pas passé grand-chose malheureusement. Mais ça reste quand même un site magnifique. Marvin, moi j'ai trouvé en revanche un truc qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde par rapport à d'habitude. Ouais, honnêtement, après, oui, forcément, moi j'ai regardé l'année dernière les nations, donc forcément, les nations, il y a toujours énormément de monde. Mais là, c'est vrai que surtout le samedi, il y avait très très peu de spectateurs. Il y en avait plus le dimanche. J'ai eu la chance de faire des séances dédicaces le samedi et le dimanche. C'était mieux le dimanche. J'étais de l'autre côté des pits, sur la falaise là-bas avec tous les fans. Donc ça, c'était mieux le dimanche, mais j'ai été surpris, ouais. Après, voilà, j'ai entendu dire, j'en parlais avec Antonio Keroli, qui me disait que les Anglais, quand il fait très chaud, ils vont à la mer, je pense, ils vont se rafraîchir dans l'eau. Mais en tout cas, ouais, le dimanche, c'était quand même mieux, mais un peu déçu par le nombre de public, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé à la télé, c'est vrai que c'était parsemé, il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'ils ont fait, financièrement, ils ont dû faire un peu un chou blanc, là. Mm, Et c'est dommage parce que, bon, il y a quand même du beau monde, ça roule. En plus, tu vois 8 manches, quoi. Tu as le 125, le 2,5, Europe, MX2, MXGP. Donc, je trouve quand même que le produit qui donne est quand même pas mal. Après, peut-être que c'est aussi le prix. Hein. Il y en a que j'ai vu passer des messages comme quoi c'était quand même assez cher d'aller voir un Grand Prix. Dorénavant, ça change des Grands Prix où c'était 120 francs à la grande époque. C'est plus comme ça. Gros coup de gueule, j'ai vu passer ça de Erlings sur le terrain. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il disait que le terrain était super pour les dépassements et en fait il met le lap chart, le tour par tour de la deuxième manche 450 et on voit que dans les 10 premiers il n'y a pas eu un dépassement, donc le classement du premier tour c'est exactement le même qu'au dernier. Donc, coup de gueule d'Erlings, qui d'ailleurs a fait une belle course. Dommage qu'il soit tombé en première. Mais voilà. Donc, pas tout le monde était content de la piste. En fait, ça, c'est vraiment le gros point, j'ai l'impression, qui revient cette année pour commenter toutes les courses, tous les week-ends. Voilà, c'est ça, il y a très peu de dépassements. Alors là, on nous dit que, enfin, Marvin l'expliquait, il faisait super beau, on n'a pas pu bien préparer la course. D'habitude, il fait pas beau, on n'arrive pas non plus à bien la préparer. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. C'est un peu Lettonie, c'est quand même une terre sablonneuse à Kegums. Il a beaucoup plu, c'est pareil, ça n'a pas été spécialement bien fait. Il y a eu très peu de dépassements, alors que logiquement sur un circuit comme ça, tu dois trouver des solutions. Il y a pas mal de traces. Materless, c'est typiquement la piste où tu dois pouvoir doubler. Et effectivement, c'est vrai que dans les deuxièmes manches, il s'est vraiment, enfin surtout la deuxième manche MXGP, il s'est rien passé, quoi. Ouais, un truc aussi que j'ai pensé à toi, DV, parce que toujours, DV, tu dis quand il y a des doubles pistes, donc deux options, quand tu vois que tout le monde va à l'intérieur, essaye de faire quelque chose pour que l'extérieur fonctionne. Et c'est vrai il y avait cette fameuse double piste après les vagues. Enfin, les vagues, oui, ça reste des vagues parce que ça se cabrait pas, mais ça se sautait, sa série de hoops, on va dire. Et ce gauche-là, qui montait un petit peu. Il y a certains pilotes qui allaient à l'extérieur, ils perdaient pas trop de temps, mais tu voyais qu'il n'y avait pas grand monde qui allait, quoi. On voyait certains pilotes qui essayaient d'aller se jeter à l'extérieur parce qu'il y avait vraiment que ça à essayer de faire. Donc ça, c'est dommage, quoi. Ils auraient dû changer, faire une bosse à l'intérieur ou vraiment ralentir à l'intérieur pour modifier l'extérieur. Mais aussi un truc que j'ai noté, c'est qu'il y a très peu de relevés sur les extérieurs. Ou qu'on peut prendre très très fort à l'extérieur, debout sur les cales du pied, comme on le voit aux États-Unis. Et je pense que ça y joue. Matterley, il y a il y a des belles descentes un peu en dévers, des courbes. Ils appellent ça la courbe à Stefan Evers. J'ai entendu le speaker le dire hier. Là, ok, tu vois, c'est un dévers en descente. Ok, il n'y a pas de relevé, il y a quelques ornières qui se forment.
Mais c'était mieux, voilà, quand c'est très mouillé et qu'il y a 3-4 ornières, à l'époque d'ailleurs de Stéphane Evers, quand il avait doublé Stewart, il me semble, à cet endroit-là. Mais ouais, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a pas assez de gros relevés dans les extérieurs pour aller chercher, en fait, et faire un peu la différence ou se décaler comparé à ton adversaire qui est devant. Ouais, je pense que le problème aussi du MXGP, c'est que je pense que le terrain, c'est pas une priorité par rapport, si on veut comparer avec les US. Tu prends aux US, le terrain, il est préparé plus d'une semaine à l'avance. C'est labouré, arrosé pendant une semaine. Là, tu arrives, ils font pas grand-chose, quoi. Tu vois, on dirait que c'est un peu bâclé et que la, la qualité du terrain n'est pas une priorité. Et ça se voit après, tu vois bien, terrain mal préparé, trop sec le samedi, trop béton. Après, ils arrosent, ça glisse, ça pénètre pas parce qu'il n'a pas été labouré comme il faut. Et ça sèche. Et dans ces conditions-là, quand c'est dur dessous, que ça sèche, il n'y a que la moitié de la piste ou un tiers de la piste qui sèche et qui est bon. Quand tu sors de la trace, c'est fini. On l'a beaucoup vu plus avec la catégorie 125, c'était encore pire. Mais c'est vrai qu'il y a de l'amélioration à trouver pour la préparation des pistes. Et ça a toujours été que les US en font peut-être un peu trop et que les Grands Prix n'en font sans doute pas assez. C'est bien enfin, que tu dises, ouais, peut-être que c'est pas la priorité parce que, par contre, à côté de ça, les infrastructures, les pit lanes, le podium, ça, voilà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai fait les Nations à Ernée il y a 2 ans, donc c'est vrai que je sais quand même ce que c'est les GP, même si ça fait très longtemps que j'y roulais, mais ça t'apprécies quoi. Les pit lanes pour les teams, les mécanos, l'organisation, quoi, tu vois, l'entourage, les sponsors et tout ça. Ça, par contre, c'est vraiment très, très agréable et ça a de la gueule, quoi. Donc, ce Après, côté-là est très, très bon. est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même, par rapport à la piste, le fait que tu aies toutes ces catégories, là tu avais 125, Europe 125, Europe 2,5, MX2, MXGP, peut-être aussi pour travailler le circuit avec ce planning qui est quand même ultra chargé, avec les courses qui, en fait, ça commence entre les essais, les courses, ça commence le matin à 8h et ça se termine le soir à 18h avec tu as une pause de 1h30 dans la journée. Je pense qu'aussi ça, c'est pas forcément pour travailler le circuit, pour l'améliorer, même entre les courses, c'est pas évident. Oui, ben après, quand même, les acteurs principaux d'une course, c'est quand même les pilotes et le terrain. Ça reste. Après, c'est vrai que la pit lane, c'est bien, mais il faut que le terrain suive, quoi. Et c'est un peu dommage pour le spectacle que ça soit passé comme ça. On passe à la catégorie MX2. Carton plein de l'Allemand Langenfelder. Gagner les 2 manches, plus un manche qualif, grosse opération au championnat. J'ai l'impression qu'il roule tranquille, il a de la marge et puis il enfile depuis 2 courses. Là, on voit on dirait qu'il a passé un next step, quoi. Après, c'est un mec qui est là depuis longtemps, qui est encore jeune parce qu'il peut encore faire du MX2 l'année prochaine. Il est là depuis longtemps, il est chez KT depuis toujours et je crois qu'ils l'ont pris, il avait 15 ans. Il avait débuté chez GazGaz. Il est passé directement de l'Europe 125 au Grand Prix MX2 sans faire l'Europe 2,5. Chez GazGaz, il a bien progressé. Il est hyper régulier et cette année, comme tu dis, David, là, depuis 2 courses, il a passé un cap. Quand il se loupe, il prend un mauvais départ, il arrive toujours à revenir pas mal. Il a l'air hyper serein, hyper posé. C'est un mec très, très discret, hein, a priori. Et au niveau du pilotage, Marvin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est hyper neutre. On ne va pas se dire, ouais, il est hyper rapide dans les virages, il scrub comme un dingue. Mais au final, tout ce qu'il fait, ça m'a l'air hyper efficace. Et effectivement, là, il a fait un gros, gros coup en gagnant les 3 manches. Il avait déjà fait 2 doublés et une 2e place en qualif. Là, c'est la première fois qu'il faisait les 3. Là, le gap avec les autres, il a pas mal creusé, d'autant que derrière, aussi bien Adamo que De Vos, c'est délicat. Il va être dur à battre, à mon avis. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment le pilotage, moi, que j'ai vu, et surtout le samedi dans les conditions sèches, très glissantes. Il avait de meilleures traces. Tu vois qu'il était
sur la bonne vitesse, ça ruptait pas, j'ai vraiment aimé son pilotage dans des conditions difficiles le samedi. Forcément, le dimanche, ça a été la même. Il a continué sur sa lancée. Mais comme tu dis, ouais, il est pas. Enfin, je veux dire, on le voit pas trop. Il est pas, tu vois, sur les réseaux sociaux, les choses comme Mm. ça, tu vois, enfin, c'est vraiment, ouais, un caractère ouais, vraiment différent d'autres. Euh, il fait son truc, il a l'air d'être bosseur, ouais, concentré. Je l'ai vu sur la grille et tout, dans sa bulle. Ouais, il fait pas de bruit, mais il était là ce week-end et ouais, il a tout emplâtré, hein. Vraiment, moi j'étais vraiment agréablement surpris, très propre. Vraiment, là, il était au-dessus, quoi. Ils l'ont pas vu, quoi. Et en plus, on parle de terrain qui était dur à doubler, etc. En première manche, il a eu un début de match difficile. On voit qu'il se fait passer par Fares déjà au début. Je crois il était 4, donc il passe 5. Il se faisait un peu crépir la gueule parce que le terrain était encore mouillé. Et puis après, il a mis la machine en route. Il a doublé tout le monde, quoi. Il a doublé Konen, Everts, non, Konen. Oliver, il est tombé. Je ne sais pas s'il a doublé à ce moment-là. Euh, Fares, qui avait d'autres, peut-être McClellan dans le coup. Donc, et puis, ouais, je crois que le dernier qu'il a passé, c'est Conan. Donc, il a quand même passé des grosses pointures sur un terrain qui n'était pas propice au dépassement. Et c'est vrai, comme tu dis, Marvin, son pilotage est très propre, très coulé, pas d'erreur. On voit qu'il. Et puis, il est intelligent dans ses traces, contrairement à d'autres, quand on va en discuter, mais on voit qu'il anticipait bien son terrain. C'est un circuit comme ça, que c'est droite-gauche un peu tout le temps. Il faut toujours penser à l'obstacle d'après, le virage d'après, donc ouvrir, sortir serré, revenir pour ouvrir le virage d'après. C'est comme ça qu'il a réussi à revenir sur Conan. C'est peut-être là où Sacha a péché grave, c'est qu'il il réfléchissait pas dans ses traces, il se faisait emporter, il rentrait serré. Enfin, il avait de très très mauvaises traces en première manche. Et c'est vrai que le Simon, là maintenant, avec 52 points d'avance au championnat et on a passé les 60%, puisqu'on a 12 courses de fait sur 20, ça va être compliqué d'aller le chercher à la régulière. C'est Ouais, bien puis que tu. quand tu regardes un peu le passé, c'est vrai que c'est un gars qui est ultra régulier, qui se blesse très rarement, qui ne chute pas trop. Là, à la régulière, je ne vois pas comment ils vont y aller, d'autant que Adamo, c'est depuis 2 courses, c'est quand même beaucoup moins bien. Adamo, il a pris la plaque rouge depuis qu'il l'a eu, il est tombé au fond du trou. De Wolf, il enchaîne les déconvenus et je pense qu'il est plus dedans et ça va être délicat. Donc, à part ces deux-là, derrière, c'est trop loin. S'il se fait pas mal, ça va aller au bout, quoi, c'est sûr. Oui, on voit que oui, Adamo, c'est fou parce que on peut mettre avant de parler des résultats de la journée, mais si on regarde les points à l'écran, Adamo il est à 52 points alors qu'il a eu la plaque rouge. Je crois que De Wolf a eu aussi la plaque rouge, il est à 70. Evers a eu la plaque rouge, il est à 111 points. Donc c'est fou quand même quand tu regardes ça que par exemple Evers a eu la plaque rouge à un moment donné et est déjà à 111 points derrière. Non, et puis là, ce qui est dingue, c'est que Adamo, il a quasiment perdu 50 points en 2 courses. C'est quasiment un truc comme ça, alors il avait pris la plaque En rouge, il plus, était bien. 55, il avait 3 points d'avance avec la plaque rouge et maintenant il a 52 de retard, donc il a perdu en 2 Ouais, courses voilà, tu vois. 55 points. Donc, comme quoi, ça peut aller vite dans un sens, ça peut peut-être aller vite dans un autre, mais il est tellement costaud, la Gunfelder, que je l'imagine mal craquer, quoi. Ouais. Moi, c'était un week-end parfait. D'ailleurs, je crois qu'il avait déjà fait ça les 3 manches, mais quand il n'y avait pas les points en fait à la qualif, je crois que c'est déjà arrivé. Mais avec le nouveau format, avec les 10 points qu'il donne à la victoire de la qualif le samedi, c'est sa première fois. Ouais, il avait fait 2 doublés, mais les deuxièmes places en qualif. Ah, okay. Et à Matterley, je crois que c'est même sûr, c'est là où il avait gagné le premier Grand Prix de sa carrière. Et je crois que c'est justement ce jour-là où il avait fait genre pole et derrière les 2 manches. Ouais. C'était en 2022, je crois.
On reste sur Lagenfelder. J'ai entendu, vous parliez un peu de son futur et puis avec les problèmes qu'on connaît chez KT, même s'ils ont eu des centaines de millions injectés par les Indiens, que ça va être peut-être compliqué l'année prochaine. Et ils annoncent Lagenfelder chez Honda en 2,5 l'année prochaine? Bah, apparemment, il est effectivement en contact avec le HRC. C'est vrai que c'est un peu de la folie là, au niveau des transferts. Bah, aux US, vous le savez bien. En Europe, c'est la même chose parce que tout le monde est en fin de contrat. Il y a toujours cette incertitude de savoir ce que KTM va faire. Et Lagenfelder, il serait l'une des cibles du HRC. Il peut refaire une année de MX2. Là, il est en lice pour être champion du monde. C'est vrai que du côté du HRC, a priori, Zanchi va partir pour aller chez Ducati. Donc, il resterait Lata. Il y a une place qui se libère. Et Lagenfelder serait l'une des cibles, alors que l'on sait que du coup, les Konen vont rester a priori chez KT, ça c'est quasiment validé. Donc voilà, ça pourrait bouger chez Honda, avec Geiger qui est aussi, du coup, je fais une petite aparté, mais qui semble à pas avoir trop apprécié le comportement du team au moment où Garibaldi il est allé un peu chercher les Konen. Geiger lui a proposé un contrat revu à la baisse. Vu qu'il est là depuis longtemps, que c'est un peu le numéro 1, il n'aurait pas trop apprécié le truc. Donc en fait, chez Honda, ça pourrait vraiment pas mal bouger, aussi bien en 2,5 qu'en 4,50. Et puis le truc aussi, qui est la différence aussi de ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de monde aussi du MXGP qui aimerait aller aux États-Unis. Donc, tu vois, il y a un mec comme De Wolf qui est allé s'entraîner en Supercross l'hiver dernier. On entend dire, ça fait un moment maintenant qu'on entend dire peut-être les frères Conen qui aimeraient un jour venir aux États-Unis. Donc ouais, les rumeurs ou les transferts chaque année, il y a toujours plein de rumeurs, mais là encore plus avec des pilotes qui veulent aller aux États-Unis, je pense, plus que les années précédentes. Donc c'est assez cool. Bon, je pense que les performances de Prado, ça va en refroidir 2-3 quand même, parce que là, ou peut-être les mettre dans un congèle dans le garage, tu sais. Et je voulais en parler de ça. Est-ce que la saison de De Wolf qu'on voit alors qu'il était dominateur avec Lucas Konen à MX de l'année dernière, Marvin, est-ce que tu crois que le fait d'être venu aux US, perdre du temps, entre guillemets, faire du SX et vivre la vie californienne, un peu en touriste et en faisant avec une préparation qui n'était pas la même que d'habitude pour les Grands Prix, est-ce que ça lui a fait du mal? Au vu de ses résultats actuels, on peut penser que oui. Après, il nous a quand même sorti de beaux GP. Le week-end dernier à Kegums, sa deuxième manche où il a roulé très fort. Mais encore une fois, ce week-end, moi je l'ai vu en direct. Il bataillait et il n'arrivait pas à remonter. Il a encore commis des erreurs. Il a perdu de gros points direct le samedi à la manche qualif où il fait pas dans les 10 premiers. Donc ouais, on peut penser que oui, le fait d'être allé aux États-Unis, peut-être que ça a changé sa préparation, mais en même temps, on peut se dire que non, parce qu'il a quand même beaucoup roulé en 450, il a fait des courses de championnat hollandais ou championnat belge, donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de roulage, beaucoup de courses de préparation. Euh, Moi, j'ai envie de dire que là, c'est vraiment la fin de Wolf sur une 250. Il a un grand gabarit. C'est pas une excuse, mais vu qu'il a été capable d'être champion du monde l'année dernière. Mais je trouve que tous les autres ont progressé et le niveau s'est élevé. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs paramètres qui font que De Wolf cette année a un peu plus de mal. Mais je me languis de le voir sur une 450 un jour. Après, l'année dernière, en fin de saison, clairement, moi, j'avais un peu discuté avec lui. Il avait vraiment envie d'aller aux US. Il est parti à la fin du championnat. Il a roulé, je crois qu'il est resté 3 semaines en Californie. David, je suis surpris que tu dis qu'il perde son temps parce que quelque part, on sait que c'est bien aussi de faire un peu du SX pour une préparation MX. Il est revenu quand même en fin décembre. Il a eu le temps de se préparer. Le truc, c'est que quand il est revenu,
il s'est blessé. Et ça, personne ne l'a vraiment su. Il n'y a pas eu de communication et il s'est fait mal très peu de temps avant le premier Grand Prix. Il s'est fait mal à la cheville, donc on ne savait même pas s'il allait rouler le premier Grand Prix. Finalement, il était là, il s'en est pas trop mal sorti. Il fait un bon début de saison. Et derrière, il y a eu plein de petits faits de course, des trucs, des chutes. Il s'est refait mal à la cheville, il s'est fait mal à l'épaule, donc il est loin d'être à 100% physiquement. Et moi, je pense aussi que là, au niveau de la confiance, il est plus du tout dedans. Et il y a vraiment eu un petit problème physique quand même dès le début. Ok, si, si vous le dites. Non, moi je pense que je me préparais souvent aux États-Unis dans ma carrière, mais on était quand même axé beaucoup motocross, même si on faisait des courses. Mais c'est vrai que les temps changent maintenant. Avant, c'était pas la peine d'être basé en Belgique et rouler dans le sable, ni d'aller en Sardaigne ou dans le sud de l'Espagne. Maintenant, tu es un peu obligé de le faire parce que déjà, parce que tout le monde le fait, donc les mecs roulent dans des bonnes conditions, s'entraînent fort, et il y a moins ils ont moins de gros breaks à l'époque, dans les années 90 ou même un peu début des années 2000. Les mecs des Grands Prix, ils prenaient 3 mois off et après ils reprenaient un début d'année tranquille. Ils allaient faire Beaucaire vite fait, ils avaient mal au bras et puis ils commençaient la saison un peu pas à 100%. Maintenant, c'est fini. Mais maintenant, tout le monde arrive au top. Je pense que moi, je posais juste la question. Après, ça ne veut pas dire que je pense que ce n'était pas une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose de faire du SX. Je pense que c'est une bonne chose de faire des courses pour prendre le rythme et puis prendre de la technique. J'ai vu passer sur le net un compte non officiel, un mec qui a sorti une brève que les deux frères Conen viendraient faire 5 courses de Supercross en début d'année en 2026. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que tu ne peux pas dupliquer en fait le SX en Europe si tu veux venir aux US. Il n'y a aucun circuit de taille américaine. Personne à l'expérience. Déjà qu'ils ont du mal avec des suspensions de motocross, donc les mecs, ils connaissent rien à SX, donc c'est dur d'avoir une moto adaptée pour faire du SX. Et en plus, les terrains ne sont pas aux normes et à la mesure américaine, donc c'est bien de venir le faire aux US en testant avec des mecs qui savent faire des suspensions de SX. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu et si ça va se faire pour les faire Conen en début d'année. Moi, je n'ai pas entendu ça. Après, c'est vrai que si, comme ils étaient convoités par Honda, que finalement, a priori, ça ne va pas bouger pour eux, a priori, ils resteraient encore 2 ans en Europe. Effectivement, peut-être qu'au moment de faire le deal, ils ont envie d'aller aux US. Comme ils étaient convoités, ils ont peut-être mis un peu un coup de pression en disant OK, on veut. Par contre, début de l'année, on va essayer d'aller faire quelques Supercross. Ça, on n'a pas l'info, mais c'est possible. En tous les cas, ce serait pas mal. Ouais, et puis un peu à l'image de Prado, dans le sens où Prado, il a déjà fait quelques courses avec la Gaz l'année dernière. Donc, quand ça va être le temps pour eux ou la décision qu'ils vont prendre de déménager aux États-Unis, s'ils le font un jour, au moins ils savent où ils vont, quoi. C'est vrai que c'est chaud, quoi, du jour au lendemain de déménager et d'attaquer un championnat et faire toute une saison. Donc ouais, si c'est le cas, c'est bien. Après, on sait que les frères Conen, ils aiment beaucoup rouler que ce soit à l'entraînement ou en course et tout. Donc ouais, à voir, et ça serait intéressant de suivre ça. D'ailleurs, Prado, quand il était champion du monde, il est venu rouler aux US, ça l'a pas empêché d'être champion du monde l'année dernière, en début de saison. Quand il est venu avec la Gaz faire quelques courses. Et juste pour les Conen, moi je parlais hier avec Nico Aubin pendant notre commentaire, lui il les avait vus rouler, il roule déjà en SX depuis un petit moment, et Nico avait passé une journée avec eux, et d'après lui, notamment Lucas, avait déjà des aptitudes intéressantes. C'est un entraînement, tu vois, mais... sur des circuits de BMX et puis tout le monde nous a vendu Prado comme le Jet Lawrence européen, et vraisemblablement il n'avait pas le niveau, donc c'est pas la peine de dire c'est bon, je l'ai vu rouler un SX, c'est bon, il va gagner aux US. Ah non, mais il n'a pas dit qu'il allait gagner aux US, juste qu'à voir, il a quand même des aptitudes et il est plutôt à l'aise.
Mais il y en a plein des mecs qui ont des aptitudes. Hein. Plein de Français qui ont des aptitudes en SX en Europe et qui n'ont jamais rien fait aux US. Donc, on ne peut pas comparer. C'est un sport différent. J'avais un truc. Ah oui, tu dis encore 2 ans en Grand Prix pour les Farkonen. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile. Plus tu es jeune, plus tu t'adaptes aux US. Plus tu vieillis, plus c'est dur. Après, c'est des rumeurs. Hein. C'est ce qu'on a. C'est ce oui, qu'on a oui, entendu. bon, C'est après, des bruits de paddock. Mais bon, a priori. A priori. A priori. Et le truc aussi, c'est que c'est encore 2 ans et si à la limite, ça serait bien qu'ils viennent, mais s'ils ne viennent pas, c'est encore une année où tu ne fais pas de SXUS, où tu ne t'entraînes pas, tu ne prends pas un peu cette fibre SX qui est compliquée à avoir pour un Européen. On l'a vu avec Dylan, par exemple. Ouais, il a tout gagné en MX aux US. En SX, en 4,5, ça a été compliqué. Il a fait que 2 podiums dans sa vie, je crois, 2 ou 3. Donc, la marche est très haute. On le voit aussi avec Prado, avec des Européens qui viennent. C'est toujours plus facile, je l'ai toujours dit, de battre des Américains au Supercross de Paris. Quand ils ne sont pas dans leurs éléments ou même au motocross des nations en Europe, parce que bon, ils ont le décalage en tête, ils s'en foutent un peu, la saison a été longue, c'est pas chez eux, c'est pas leur terrain de préparation, enfin bref, et ils ont des motos qui sont pas adaptées au terrain. Donc quand tu mets tout ça, c'est beaucoup plus facile de battre un Américain en Europe, que ce soit en SX ou en MX. Après, quand tu viens chez eux, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils ont tout nickel. Tu vois, ils ne sont pas jet-lagués, ils ont la moto qu'il faut, ils connaissent les terrains. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Sans le vécu d'un coup, pourquoi? Bah toi, DV, ça sent le vécu. Avec Supercross de Paris et puis après quand tu es aux US, quoi. Oui, parce que oui, merci. Et moi, dans mes grandes années, j'étais presque imbattable. Hein, donc, Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Et aux US, j'ai gagné que 7 courses, tu vois. Donc, je sais très bien. On y est passé par là. Et je pense que c'est toujours la même. Et le truc aussi, et je pense qu'il va, par exemple les Konen restent et que Lucas est champion du monde 450, que ce soit cette année ou l'année prochaine, il ne peut pas rouler en 2,5 en SX. Et ça, c'est vraiment compliqué pour un mec qui n'en a jamais fait. Pour nous, ça allait parce qu'on y allait tous les ans. Tu vois, moi, j'y suis allé 96, 17, 18, 19, 4 ans. Janvier, un peu février, et j'ai su connaître un peu ce qu'il fallait faire et adapter et faire un circuit super chaud chez moi pour pouvoir m'entraîner en ayant vu ce qu'il fallait faire. Là, quand tu arrives comme ça, la gueule enfarinée, et que tu le vois avec Prado, gueule enfarinée, tu es champion du monde 4,5, tu vas direct en 4,50, tu fais pas de course de préparation, pas de course hivernale pour faire même Supercross de Paris ou championnat du monde de Supercross ou quelque chose, quoi. Tu vois, tu arrives à la gueule enfarinée en AM, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas avoir le niveau. Donc, ça aussi, il va falloir qu'ils fassent gaffe pour s'ils veulent vraiment venir aux US, qui quand même. Qui tarde pas. Voilà, pas tarder, mais pas tarder à venir rouler, même si tu roules en Grand Prix. Tu vois. En plus, je pense qu'à un moment donné, quand tu gagnes et que tu es devant, tu peux faire un peu la pluie et le beau temps de partout. Tu vois. Tu peux demander à faire des trucs. Tu vois que Prado, il a pu rouler l'année dernière en SX, donc je vois qu'un gars, les frères Konen, ils peuvent demander de faire du SX. Après, c'est sûr qu'il y a des risques de blessure, mais bon, tu peux te blesser aussi en entraînement un mercredi après-midi dans le sud-ouest. C'est pas. Voilà. Enfin, c'est mon avis là-dessus. Bon, on continue. On était sur les 2,5. On va mettre les résultats, comme ça on les a sous les yeux. Evert s'est fait 2 au général avec un 6-2. Konen avec le score inverse, 2-6, qui a fait le podium. Fares qui a fait une bonne journée avec 2 top 5. Oliver, qu'on pensait qu'il allait gagner la première manche, il était bien parti pour, et qui s'est mis une cabane tout seul dans les vagues. Et 3-10. Benistan 11-3, encore compliqué pour le français. Et après, Adamo qui perd encore 25 points avec un 10-4 et un De Wolf qui perd 33 avec un 7-8. De Wolf qui fait exactement le même score que Keroli en 4,50. Et Mathis Valin, 8-7.
Autre chose, moi je trouvais qu'Everts avait super bien roulé, un peu dans le style de pilotage de Lagenfelder. Hein. C'est propre, il y a la technique, c'est coulé, ça ressemble un peu hein, les deux Ouais, c'est pilotages. joli à voir. Ouais, c'est joli à voir. Moi, je me suis régalé. C'est vrai que c'était bien d'être présent parce que tu vois différemment qu'à la télé. Mais même à la télé, c'est vrai que ouais, Liam Evert, il nous a déjà montré de très belles choses. Faut savoir on en a déjà parlé avec toi, DV. Il revient d'une grosse blessure au cervical cet hiver, je me sens. Oh non, c'était de l'année dernière. Donc, il a mis beaucoup de temps à revenir. Donc là, il est un peu irrégulier, mais quand il est présent et qu'il se sent bien, ben ouais, c'est du grand Liam Evert. Moi, j'ai vraiment envie de le voir continuer à prendre confiance et à rouler comme il a roulé là en deuxième manche. Bon, c'est vrai qu'il a fait toute la manche second. Il s'est pas passé grand-chose, mais ouais, il faut qu'il continue comme ça et il est beau à voir. Donc, je pense qu'un jour il sera champion du monde. Marvin, moi j'ai une petite question concernant Everts. Tu as dit qu'il s'était blessé, donc il s'était cassé des vertèbres en fin de championnat l'année dernière. Il a repris la moto, mais vraiment, je crois, 2 semaines avant le premier Grand Prix. Mais dans un champ, il ne savait pas du tout s'il allait pouvoir rouler. Finalement, il a démarré la saison, il était plutôt bon. Il a même eu la plaque rouge, David le disait tout à l'heure. Et je sais pas, il était vraiment dans la course au titre, alors qu'il n'était pas prêt pour ça finalement. Et au bout d'un moment, il y a eu vraiment un creux. Alors qu'on s'était dit, bon, ok, c'est bien, Evert, ça y est, cette année, ça va peut-être le faire. Même s'il était blessé, qu'il n'a pas beaucoup roulé, il est dans une bonne dynamique, il enchaîne les bons trucs. Et finalement, la dynamique, d'un seul coup, il a fait tch. Il a eu un énorme creux et là, il revient ce week-end sur le podium parce que ça fait un petit moment qu'il ne l'avait plus fait. Comment on peut expliquer ça, en fait, le fait de. T'es blessé, t'as une prépa qui est vraiment perturbée. Finalement, tu démarres la saison très bien, tu gagnes des grands prix, tu prends la tête du championnat Ouais. et derrière, tu plonges. Après le Grand Prix qu'il a gagné, c'était en Espagne dans des conditions très difficiles. Il y avait énormément plu et on a vu du grand Evert à l'image de son père, tout debout sur les repose-pieds, un équilibre de fou et tout. Donc c'est vrai que là physiquement et niveau intensité, c'est faible quoi. Là c'est vraiment de la technique, de la gestion de course, la gestion de trace. Euh, j'ai vraiment que ce souvenir-là, vraiment de Liam Evert en début de saison. Euh, mais après, je sais pas les autres résultats qu'il a fait, mais ouais, si tu si t'as pas un bon hiver et que après c'est des courses. Davey le dit beaucoup, il faut prendre les courses comme entraînement, se donner au maximum et ouais finir les manches le mieux possible et ça s'en servir pour être mieux. Donc, et ça prend plusieurs semaines. S'il a pas fait d'hiver d'entraînement hivernal, un entraînement hivernal, c'est minimum 2 mois, 2 à 3 mois. Donc là, s'il a fait 2 semaines à faire quelques tours de moto, ben voilà, là, ça prend 5, 6, voire 7 courses pour vraiment revenir et être capable de faire 2 manches à son niveau. Donc, reprendre confiance. Donc là, j'espère que ce week-end, ça va lui donner encore plus confiance et qu'il va continuer sur cette lancée-là. Et physiquement, je pense qu'il est de mieux en mieux. Alors lui, il sera a priori dans le viseur de Yamaha pour l'année prochaine, niveau Mercato. Mercato. Voilà. C'est Tu vas venir, jcvmercato.com. tu vas venir tous les week-ends avec nous. Non, mais en parlant de préparation, oui, tu peux, ça se perd pas, c'est comme le vélo, de faire de la moto. Après, quand tu n'es pas prêt, mais que tu as des circonstances de course favorables, avec un peu de boue, il faut peut-être pas beaucoup de physique, ou ton pilotage te fait aide par rapport aux mecs qui sont un peu bourrins, qui perdent du temps, et toi, tu es smooth et tu arrives à être efficace. Après, quand c'est des circuits où il fait chaud ou que c'est détruit, il faut prendre la trace du milieu à bloc. C'est là où tu prends un contre-coup parce que ta préparation n'a pas été à 100%. C'est peut-être le cas. Et je pense aussi que mentalement, il a pris un coup parce qu'il a fait un DNF, je crois, dans la boue au Portugal. Ouais, puis à Trentino aussi, il a eu un problème. Un abandon aussi à Trentino. Ouais, il fait 2 manches blanches d'entrée. Portugal, je pense, compliqué, ouais. Ouais, je pense que
d'entrée de jeu au début du championnat, tu as la plaque rouge et après tu fais 2 DNF, je pense que tu prends un petit coup dans la tête. Et après, il faut se reconcentrer, se remettre dedans. Mais c'est vrai que moi, j'adore les pilotes comme ça parce que il n'y a pas de limite dans la progression. Tu vois, si tu arrives à leur faire gagner un peu d'intensité, parce que la technique de pilotage en elle-même, elle est bonne. Il n'y a pas de gros défauts, qu'alors qu'il y a des autres pilotes qui vont peut-être plus vite sur un tour, mais ils sont limités par rapport à leur technique et ça ne peut pas aller plus vite que ça. Ou si tu veux aller plus vite que ça, ben, tu montes en l'air. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que je trouve avec Langenfelder et Everts, c'est qu'ils ont quand même une marge de progression énorme parce qu'ils roulent, ils ont une base technique qui est bonne. Voilà. Troisième, Sacha Conan, un petit mot. Après, on passera au 450. Mais c'est là où j'en ai parlé un petit peu au début. On sait que Sacha, ça roule vite, ça ouvre les gaz, ça se donne, etc. Mais là, sur un terrain où il fallait être un peu fin et être anticiper les obstacles, ouvrir les virages, pas prendre les bonnes ornières dans les virages, celles qui sont bien linéaires, qui n'est pas d'à-coup. On l'a vu se tanker dans des ornières, on l'a vu rentrer serré, se faire doubler parce qu'il rentrait serré par rapport... il se fait recouper à l'entrée d'un virage par Langenfelder quand il se fait doubler en première manche. Tout ça parce que oui, il a pas anticipé son virage pour bien passer. Il est rentré serré, il est sorti large et Langenfelder a fait l'inverse et est venu le bloquer en sortie de virage. Donc c'est là où la limite dans la technique se voit. C'est bien de rouler vite et d'avoir du physique et de ne pas avoir peur de mettre gaz. Mais à un moment donné, il faut quand même être fin dans le choix de ses traces. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le résultat de Sacha, parce qu'en première manche, quand Oliver tombe, il doit gagner la manche, quoi. Tu vois, il avait 5-6 secondes d'avance et Langenfelder est revenu vraiment très rapidement. Après, ce que je trouve quand même positif avec Sacha, c'est qu'il y a quand même du mieux là ces dernières semaines. Tu vois, il y a moins d'erreurs, il y a beaucoup moins de chutes. Il était sur le podium à Ernée, il gagne en Lettonie, il repodium encore là. Alors, peut-être qu'il s'est aussi un petit peu calmé. Moi, je ne suis pas aussi technicien que vous deux pour juger les lignes, etc. Mais je trouve quand même que malgré tout, il est un peu plus posé, je trouve, dans son pilotage. Tu le vois. Alors, il fait des petites fautes, mais en tous les cas, là, depuis Ernée, c'est costaud. Et voilà, il est là tous les week-ends. Est-ce qu'il n'est pas en train de construire aussi un peu sa fin de saison? Je trouve que c'est mieux du côté de Sacha. Oui, c'est mieux en termes comptables, oui, c'est sûr. Après, un gars comme ça qui veut rouler propre perd beaucoup de temps parce que son point fort, c'est l'attaque. Si tu enlèves son point fort, après, il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est là où il faut plus analyser le truc. Et je pense que l'approche tactique et stratégique du terrain n'était pas super bonne. Bon, il fait quand même podium. Il fait une manche 2, une manche 6, 3 du général. C'est un bon résultat. Mais quand tu vois voir autant d'erreurs et faire quand même 3, ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de progresser dans le sens où... et surtout, pas faire... ce qui fait le mieux, quoi. C'est pas en attaquant plus qui fera des meilleurs résultats, mais c'est vraiment en réfléchissant et en posant son pilotage et en anticipant les obstacles. Ouais, comme tu disais, DV, ouais, vraiment le mot-clé surtout de cette piste, mais en général aussi, c'est l'anticipation, comme tu disais, des virages. Il y en avait tellement. Et comme tu as dit aussi, il y avait beaucoup de gauche-droite, et des dévers, et ça montait aussi. Donc, si tu n'anticipais pas, tu étais trop fermé, tu n'arrivais pas à monter après avec autant de vitesse que les mecs qui arrivaient derrière toi et qui s'ouvraient. Donc ouais, et ça c'est un truc où peut-être que Sacha est bon quand il y a moins à anticiper et plus, comme tu dis, plus à ouvrir les gaz et être agressif. Mais en tout cas, voilà, il était pas satisfait de son roulage, il était pas à l'aise, il l'a dit ce week-end. Mais il fait troisième, donc c'est aussi ça qu'il faut qu'il regarde et qui note.
et qui s'améliore et voilà, être un peu plus ouais, réfléchi et plus utiliser la tête sur la moto, être plus patient. Là, il fallait être patient, un peu plus calme sur une piste comme ça et anticiper tout simplement. Mais nous, on fait du coaching gratuit ici. Donc, tu vois, en plus, ils parlent français, ils ont qu'à regarder. En plus, ça nous fait un peu plus de vues, tu vois, donc c'est cool. Euh, non, mais c'est ça. Deux de plus vu qu'ils sont frères. Ah, le double. Ils sont deux. C'est deux pour le prix d'une. C'est nickel. Donc voilà, un petit mot sur la surprise un peu de. Enfin, c'est Oliver, son début de manche extraordinaire. Il avait pas course gagnée, mais bon, il était pas loin, il roulait vite. Il a passé, il n'est pas parti en tête, hein, il a passé peut-être un ou deux pilotes au début de la manche. Je crois il passe Conan d'ailleurs en début de manche, si mes souvenirs sont bons. C'est bien de voir un peu, enfin, pour moi, c'est un inconnu parce que je sais même pas la gueule qu'il a, mais de voir un jeune comme ça aller titiller les mecs parce que là, tu as quand même des cadors. Bon, tu en as deux, Adamo et De Wolf, qu'on chie dans la colle complet. Mais c'est bien de voir des jeunes comme ça, comme on a vu Fares gagner une manche il y a quelques semaines, et puis voir des mecs qui s'immiscent un peu dans le top 3, quoi. Après, lui, en plus, il a une histoire marrante. Je ne sais pas si tu as écouté hier, mais non. Non, Oui, mais en fait, il était dans un team en début de saison et le team s'est arrêté, il s'est retrouvé sans rien. Il a loupé une course, il était vraiment un peu dans la galère et il a retrouvé une solution pour repartir. Et c'est depuis qu'il a retrouvé la solution parce que c'est pas la première. Enfin, là, il a failli gagner une manche, mais ça fait déjà quelques semaines qu'il performe plutôt pas mal, hein, qu'il fait 5, 6, 7 des courses intéressantes. Et c'est depuis, on va dire, la deuxième partie de sa saison dans la nouvelle équipe qu'il a passé un cap et qu'il est en train de performer. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. C'est un jeune Espagnol, on l'avait vu notamment sur le 24e X-Tour. Il avait l'habitude de souvent rouler chez Bud à Magesque. Donc, c'est plutôt un bon pilote de sable aussi. Donc, effectivement, là, il a peut-être un bon coup à jouer pour l'année prochaine. Tu m'as fait peur, J'ai cru que mais tu es très très sérieux dans tes analyses. Mais je pensais que tu disais que c'était marrant d'où il venait. Je pensais que tu allais faire un jeu de mots avec Oliver et Tom. Je pensais qu'il venait d'un dessin animé. Mais je vois que depuis qu'on est parti, c'est très très sérieux. Donc on va rester là-dessus. Ah non, vas-y, si on peut déconner. Hein. Tu sais que ici, quand même, c'est le lieu des musquineries. Hein. Donc les musquineries, c'est les jeux de mots limite de Marvin, mais il en sort 2-3 par show, donc c'est cool. Ok. Donc il faisait du foot avant et puis Olivier Tom, ouais, c'est bien. Et donc moi je m'aurais parlé un petit peu de nos Français, donc Benistan et Valin. Donc Benistan qui a fait une belle, c'est un deuxième manche qui a fait une belle manche. Ouais. Et mais j'ai trouvé que niveau technique, niveau pilotage et tout ça, il y avait vraiment du bon, vraiment. Il sortait des gros scrubs sur le quadruple où il faisait que triple. Franchement, ça attaquait très très fort. Donc ouais, je voulais vraiment noter ça parce que il me semble que c'est il y a 2 ans où Benistan était vraiment aux avant-postes. L'année dernière, je crois qu'il a connu une saison difficile. Je sais pas, Vasquez, si tu peux confirmer là-dessus. Ouais, l'année dernière, il a été tombé fort au Grand Prix de France dans la descente. Exact, ouais. Il s'était blessé aux vertèbres. Après, Thibaut, on le connaît, c'est vrai qu'il est hyper technique, il est très très bon. Ouais. Il l'a toujours, malheureusement, depuis qu'il est arrivé en MX2, il y a eu pas mal de petits pépins physiques et tout. Là, ce week-end, même le samedi, il fait 2 de la qualif en roulant très très bien. Ouais. Première manche, il est parti, il a complètement loupé son départ, ils se sont un peu accrochés là à l'inter. Donc, il a eu du mal à revenir. Il fait une bonne seconde manche. Mais c'est vrai quand on le voit rouler, comme tu le dis, il a une technique de dingue. On a envie de le voir. Il a un potentiel pour faire beaucoup mieux, ça c'est sûr. Ouais. Il a changé pas mal de choses cet hiver. Il travaille maintenant avec Tefli pour la préparation. Donc voilà, mais je pense que et puis c'est sa dernière année en MX2 aussi. Donc là, on va reparler mercato, David. mais du coup, il est en fin de contrat, Thibaut, avec Yamaha. Si mes infos sont bonnes, il a une proposition de Yamaha pour passer en 450. Proposition pour l'instant qu'il n'a pas acceptée. Donc voilà, on va voir ce qu'il va devenir l'an prochain. En tous les cas, il va monter en MXGP, ça c'est sûr. Ouais, donc il a vraiment, le potentiel est là et vraiment, ça fait plaisir de voir faire
un week-end plus régulier, même s'il y a eu cette première manche où il est parti loin, il n'a pas pu remonter. Mais ouais, il a carrément les capacités pour se bagarrer avec les KT, les KT Husky devant. Mais ouais, comme tu dis, ouais, dernière saison, je pense il peut être bien sur une 4,5 parce qu'il a quand même un bon gabarit. Donc voilà, C'est un beau à bébé, voir hein. ça. Ouais, donc ça t'attend d'avoir un 4,5. Mais moi, j'ai été agréablement surpris par son roulage ce week-end. Tu parlais de la technique d'Evert, c'est tout. David, lui, ça t'a pas sauté aux yeux qu'il avait aussi, Thibaut, que techniquement, c'était quand même très, très costaud? Oui, en fait, techniquement, on voit, c'est un peu sa radicalité. En fait, il est impressionnant parce qu'il fait des scrubs et tout. Des fois, évidemment, ça sert pas trop à grand-chose. Moi, je suis plus dans le truc, c'est qu'en première manche, il est 15 en début. Au bout de 35 minutes, il est 11, quoi. C'est qu'il est vachement dépendant du départ, des mecs comme ça. Et les mecs qui sont dépendants du départ, ça veut dire qu'ils manquent de niveau. En vitesse, en créativité, en dépassement. Je veux dire, quand tu pars 15, il n'y a pas 50 mètres qui roulent vite quand même en MX2. Donc, si tu es capable de gagner des manches et de faire, tu vois, des top 3, même si tu pars 15, il faut revenir 6-7, quoi, ou à l'orée du top 5. Et on l'a souvent vu cette année. Il a fait du 9-4, il a fait une manche sur deux, vraiment. Et vraiment dépendant du départ, ça, il va falloir le gommer, quoi. Tu as des mecs qui partent loin et qui arrivent à remonter. Et ça, c'est important pour la suite d'une carrière. Quand tu commences à être trop dépendant des départs et que tu n'es pas le rapide, plus tu montes en catégorie, plus ça va être difficile. S'il reste comme ça, en 4,50, ça va être encore plus compliqué. Donc, je pense que Thibaut, c'était quand même le pilote numéro 1 de chez Yam, où il devait se battre pour un titre. Ça n'a pas été le cas par rapport aux blessures. On a vu sa chute monumentale l'année dernière à Saint-Jean. J'aurais pas voulu la prendre d'ailleurs. Mais tu vois, il va avoir 23 ans et c'est compliqué là quand tu arrives comme ça et que tu es obligé de passer en 4,50. Donc, c'est vrai que si tu dis qu'il a une opportunité de rouler chez Yam, oui, ça va. Le problème, c'est que chez Yam, ils ont du mal à régler les motos. Je trouve que les motos ne sont pas terribles. Il n'y a personne qui performe chez Yam, à part Maxime Renault en début d'année. Ça a été compliqué. On voit beaucoup de chutes. Et puis des mecs, les seuls Yam qui roulent pas mal, c'est les Fantiques. Donc, tu vois, avec Koldenov qui commence à être déjà vieux, mais c'est un bon pilote, mais et puis même des Bonacorsi qui tapent des top 5 des fois. Mais il va falloir qu'il y ait un changement, je pense. Et peut-être qu'il n'a pas accepté un peu à cause de ça. Parce que bon, le Team Yam 450, ils ont un peu de mal, quoi. 4,50, on en parle un peu ou pas du coup? Ouais, bon, on y va là. MXGP, victoire de notre Français Romain Febvre. Belle photo. C'est beau, hein? Ah, c'est ouais. Moi qui l'ai prise. Joli. Je l'ai prise sur Internet. Voilà, content. T'es bon en capture d'écran, hein. Putain, pas mal. C'est même pas une capture d'écran. C'est vrai. Romain, on va mettre les résultats parce que Marvin, il aime bien avoir le visuel pour se mettre dans le bain. Dans le bain, voilà. Donc, Romain fait 3 et 1. Lucas Conant fait 2 au général avec un 2-3. Koldenov gagne la première manche et fait 52e. Fernandez, qui est étonnant depuis quelques semaines, 4e avec un 5-2. Erlings, 5e place, mal payé vu le niveau et ce qu'il a montré et ce qu'il aurait pu faire. 5e avec un 4-4, mal payé. Ensuite, on voit la première Yam derrière la Fantique, 6 de Vlaanderen. Je n'ai pas noté ses scores, je suis désolé. Et Keroli, presque 40 balais, qui arrive à nous sortir un 7-8
pour 7 à la journée, ce qui était quand même assez hallucinant. Je n'aurais pas vu à ce niveau-là, hein, ça c'est clair. Ouais, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde, ouais. Surtout que mais là, cette année, il a fait vraiment sa première course. Il en a fait une l'année dernière, mais on le voit sur les réseaux qu'Antonio, il continue a quand même beaucoup roulé. Il fait beaucoup de développement pour la marque Ducati. Donc, mais bon, ça fait pas tout. On l'a dit tout à l'heure, hein, quand tu fais pas de course, tu perds quand même le rythme. Et il nous a encore montré son attaque légendaire, quoi. Pour moi, Antonio, il a pas changé. Même style, même attaque. Et même en fin de manche, il a essayé d'aller chercher Ormo, qui d'ailleurs roule très bien dans le team SR de Jos Salfranc. C'était bien de le voir et je le voyais, il se retournait chaque tour là sur la ligne droite de départ et il regardait son coéquipier Seward qui était derrière avec la Ducati et il a fait 2 fois devant lui. Donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait parié qu'Antonio fasse devant Seward pendant les 2 manches. En fait, il était venu à Trentino, tu sais, il y a quelques semaines, mais sans trop de préparation. Il avait roulé déjà. Ouais, il en avait fait une, mais Et là, en fait, il s'est vraiment a priori bien préparé parce que comme il va aller rouler aux US pour faire débuter la Ducati, je pense que là, il se reprépare vraiment. Mais malgré tout, ça reste impressionnant. En première manche, en plus, il a abîmé son frein avant. Il est à l'attaque du début jusqu'à la fin. Je veux dire, même physiquement, il est dans le coup. C'est 40 ans au mois de septembre. C'est un peu flippant, quoi. Et puis, comme tu dis, Marvin, il tape 2 fois Seward, qui est son teammette. C'est flippant pour ceux qui se font battre quand même. C'est ça, c'est ce que je pense aussi. Tu vois, les mecs qui sont derrière lui, qui nous disent ah ouais, je m'entraîne fort, je suis bien sur la moto, à un moment donné, c'est pas possible. Tu vois, à mon avis, il roule pas tous les jours, il s'entraîne pas comme à la grande époque. Évidemment, c'est pas le Kiroli de ses 9 titres. Là, il arrive, il te fait 7-8, quoi. Il fait déjà de faire 2 fois dans les 10, c'est extraordinaire. On l'a vu en première manche, comme tu dis, c'est avec Gifting qui tape dans une ornière. Je pense qu'il doit montrer son frein, donc il a dû tordre son disque de frein avant. Donc, il a mis peut-être un peu de temps. C'est exactement ça, ouais. C'est des disques, ouais. Ouais. Et en fait, quand tu tords le disque, donc ça écarte les plaquettes, après c'est tout mou. Donc en fait, dans les descentes, il faut un peu pomper. Quand tu pompes un peu et que tu mets les plaquettes, il faut juste utiliser le frein avant comme un embrayage. Et après, c'est bon, ça fonctionne. Mais il faut peut-être quelques tours avant de s'y habituer. Et je pense je crois qu'il a perdu qu'une place. Donc c'est quand même beau de faire ça avec un disque voilé. Moi, j'en ai fait des manches avec des disques voilés parce que je roulais avec Luigi Segui en Grand Prix 125. Donc c'est le mec. Ça tapait un peu. Ah ouais, mais lui, en plus, moi, je partais comme une quiche et il fallait le doubler. Donc, tu es sûr que si je partais derrière Luigi, il me faisait un disque de frein avant par manche. Ça, c'est clair. Tu sais qu'il allait droit pour les fourreaux. Et puis, quand c'était sur le côté gauche, eh ben, c'est le disque qui prenait. Il te tuait le budget pièce. Ah ouais, mais le budget, quand tu roules avec Luigi, le budget disque de frein avant, énorme. Donc, la bise à Luigi, notre ami, hein, le pélo. Mais c'est vrai qu'il était compliqué à doubler, notre ami. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et je trouve que oui, c'est top. Et puis après, ça montre que la moto est. Je pense que la moto, au début, quand elle est sortie, c'était vraiment un saucisson. Et que finalement, je trouve que ils ont beaucoup, beaucoup progressé. La moto est saine quand tu la vois rouler et je trouve que la puissance est aussi très facile. J'ai l'impression que Kiroli arrive à rouler propre et à être rapide. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès sur la moto et c'est une bonne chose d'avoir une marque comme ça venir en cross, quoi. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a vachement de disparité en fonction des circuits. Parce que quand tu regardes un peu les perfs de Seward, il va être capable de te faire un podium en Suisse, très bon à Ernée, et puis le week-end d'après, il va faire 9-10. En fait, j'ai l'impression que ça dépend vraiment beaucoup des pistes. C'est possible ou pas, ça? Oui, c'est possible. Vous, les spécialistes.
Oui, c'est possible. Après, une moto qui va bien sur le dur, peut-être que ça va moins bien dans le sable. Ça, c'est clair. Après, il faut savoir aussi les pilotes. Je veux dire, Seward, je ne sais pas si Seward, c'est un grand pilote de sable. Je pense qu'il doit l'être, puisque, bon, il n'est pas hollandais, mais il a dû passer des heures et des heures à Lommel. Mais c'est vrai que pour une première année, je trouve que c'est quand même encourageant les progrès qu'ils ont fait avec la moto. Et surtout d'avoir. Tu prends un mec comme Seward, sur le papier, il n'est pas dans les 3 premiers, quoi. Donc, de faire des podiums, c'est bien. Et un mec comme Kiroli à 40 balais, c'est pas un mec qui doit faire du top 7, quoi. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas les meilleurs pilotes, mais ils arrivent à faire des résultats. Donc, ça veut dire que la moto, elle n'est pas si mauvaise que ça, quoi. D'ailleurs, David, j'ai pensé à toi parce que quand tu penses souvent à David, hein, j'ai l'impression, Marvin. Ouais, mais je voulais le dire, je voulais le dire tout à l'heure aussi que je pensais à toi quand tu disais que il fallait anticiper, tu vois, quand tu as un virage à droite et qu'après que tu as un virage à gauche, vraiment anticiper et se décaler et tout. Donc j'ai pensé à toi tout le week-end là-dessus, mais aussi en voyant Seward. Quand tu dis beaucoup que les pilotes, quand ils changent de marque, en fait, tu l'as beaucoup dit avec Thomas, qui me semble, avec Webb. Maintenant avec Sexton, c'est qu'ils changent de marque, mais les motos, en fait, ils les règlent exactement pareil, en fait. Et là, Seward, j'ai vu sa moto et vachement chopper, très basse de l'arrière, et je voyais la Yamaha, en fait, comme avant, et je voyais exactement la même. Donc ça m'a vraiment choqué, et du coup, j'ai pensé à toi là-dessus. On va pas s'attarder non plus là, sur ça, mais c'était une parenthèse. Ouais. En cross, il vaut mieux avoir un chopper que l'inverse, hein. Donc, oui, mais c'est juste pour dire que, ouais, pour moi, on aurait dit, comme tu dis, que tu la mets bleue, c'est la même, quoi. Ouais. Et des fois, c'est une bonne chose, et des fois, c'est une mauvaise. Ouais. Donc, Romain, oui, enfin, qui arrête l'hémorragie de points, parce que sur les 6 derniers Grands Prix, Luca Konen avait repris des points sur 5. Sur les 6 derniers Grands Prix, Luca avait repris 33 points. Et enfin, ce week-end, Romain inverse la tendance et reprend 6 points au championnat. Il a maintenant 32 points d'avance. Il a fait une première manche où il fait 3, pas super bien parti. Et en deuxième manche, il a tellement bien roulé qu'on l'a même pas vu à la télé. Donc, parti en tête et à ciao, bonsoir. Je pense qu'il avait besoin de faire ça parce que Luca Konen était dans. Luca n'a pas gagné tous les Grands Prix, mais il était dans une dynamique de gain de points toutes les semaines et on commençait un peu à dire mais Romain a enterré un peu Romain, donc c'est bon pour le moral du Français. Ouais, et puis surtout qu'on l'a vu à Todd Chantal faire des manches derrière, je sais plus derrière quel pilote, mais impossible à doubler. Donc là, ça a été très très dur, je pense, mentalement. Le week-end d'après aussi à Kegums, il a passé du temps derrière pas mal de pilotes. Donc là, sans parler des courses d'avant aussi, mais ces 2 dernières là, je pense que ça a été très très difficile pour le moral et en plus de ça, il perdait des points. Donc ça s'est vu quand il a passé la ligne d'arrivée et il a sauté. Tu le vois qu'il était vraiment très très content, genre enfin, voilà, il a montré que oui, il était leader du championnat et je pense que ça lui fait du bien. Après, honnêtement, il est quand même super costaud parce que, ok, alors je suis d'accord avec vous, peut-être tout est bien. Les départs sont pas toujours excellents. Le seul petit bémol, c'est ce qu'on disait hier avec Nico Aubin, c'est qu'il passe un peu plus de temps parfois que ses adversaires à doubler des mecs qui sont moins rapides que lui. Mais après, quand tu fais son bilan comptable depuis le début de l'année, il y a rien à redire, quoi. C'est quasiment tout le temps des podiums, il est tout le temps là. Il y a des victoires, il a gagné en France, il regagne aujourd'hui, il repasse la barre des 30 points d'avance. Moi, je trouve que c'est… et puis, ce que je trouve canon, en fait, c'est ce conflit de génération, quoi, avec Lucas qui a 18 ans, qui est rookie, Romain qui a été champion du monde il y a 10 ans, et en fait, qui se retrouve comme ça. Le duel, il est cool, quoi. Et moi, Romain, je suis impressionné quand même par la gestion de ses courses, la gestion de la pression au Grand Prix de France, par exemple.
il est costaud et ça va quand même aussi être dur de le battre, je pense. Mais tu parles de costaud, de constance. J'ai fait un petit, parce que j'adore les maths, évidemment. J'ai fait une moyenne de points. Donc, c'est facile, hein, tu divises le nombre de points par le nombre de courses. 584 points pour 12 courses, ça fait 48,6 points par course. Donc, en fait, si on le met, c'est mieux que de faire 3 à la qualif et 2 fois 3. Parce que si tu fais 3 à la qualif et 2 fois 3 le dimanche, ça fait 48 points. Donc, ça fait mieux que 3-3-3 tous les week-ends. Donc, c'est vrai que même en moyenne, il est sur le podium à toutes les manches. Ce qui est important, hein, on a vu Dungey faire une carrière en ayant des stats comme ça. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que Romain, ce week-end, on voit qu'il a bossé avec Jackie, tu vois, dans ses traces. Jackie était très bon dans tout ce qui est anticipation, trajectoire, coup du père François, comme vous l'appelez. On voit qu'il anticipait bien, il ouvrait, ses roues étaient au bon endroit sur la piste. Et ça, j'ai trouvé que c'est quand même on voit que les mecs qui ont bossé avec Jackie, qui le connaissent très bien, comme moi par exemple, on voit même après des années sans avoir travaillé avec lui, qu'on garde cette créativité dans les traces. Et j'ai trouvé ça très très bon. DV, moi j'étais, excuse-moi, on va continuer sur Romain. Moi j'étais au virage du départ, enfin le droite en fait qui descend sur le départ après le saut d'arrivée. Et je suis resté là quasiment toute la manche. Et Romain, c'était vraiment le plus régulier et le plus coolé en fait. Il se positionnait, il freinait fort, mais il était linéaire. Il prenait la même trace quasiment à chaque fois. Et aussi au niveau d'ouverture de gaz. Après, ça descendait, c'était pas plat, mais je veux dire, c'était vachement souple et très linéaire et très régulier. Je voyais d'autres pilotes faire beaucoup d'erreurs et aussi au niveau du caractère du moteur aussi. Ça aussi, je voulais en parler, la grosse différence entre les US et l'Europe. C'est assez impressionnant où on en a beaucoup parlé, quoi. Un mec comme Tomac, par exemple, qui veut la moto la plus puissante et qui met des gros coups d'embrayage, sans parler d'autres pilotes. Mais là, vraiment, ouais, Romain, il était vraiment très, très propre et c'était vraiment agréable à voir. Non, et puis moi, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec lui et il me rappelle un peu sur certains points, toi, Marvin, dans le sens où jusqu'à la fin de ta carrière, tu prenais encore beaucoup de plaisir, tu avais cette vraie passion de la moto. Et Romain, il est aussi là-dedans, en fait. Il a passé la trentaine, mais il prend un plaisir de fou. Il y a encore une fraîcheur vraiment dans son discours. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il est toujours aussi fort, parce que quand il pense, ça fait 10 ans qu'il a été champion du monde. Il s'est rebattu pour être champion plusieurs fois, notamment l'année où ça s'est joué dans la dernière manche avec Erlings et Geiger. Et il a perdu de peu. Il a été encore vice-champion du monde quelques années plus tard. Et malgré tout, il a toujours cette vraie passion de la moto, ce plaisir. Et je pense que ça se voit aussi un petit peu dans ses courses. Tous les week-ends, il est là, il est content, il est heureux, il est en famille et ça se passe bien. Donc, je pense que mentalement, il est dans un super état d'esprit et ça devrait lui permettre, j'espère pour lui, d'aller au bout. Et son expérience, on en parlait aussi, son expérience de super motard qui ressort souvent quand c'est glissant, surtout le samedi. Et sa position sur la moto, j'ai l'impression, tu vois, qu'il arrive. En fait, il arrive dans les virages, il anticipe, comme on a beaucoup dit aujourd'hui, c'est que il ouvre comme ça, et quand c'est pas trop défoncé, il est souvent assis au freinage, avec la moto un peu de biais, un poil en glisse, et ça rappelle beaucoup le super motard. Ah, Ernest, il avait une trace de dingue, je sais pas si tu as vu, quand il passait devant les mécanos, après tu as le virage devant la grille. Et donc là, en fait, il recoupait, mais tout en glisse. Et il a passé 4, 5, 6 mecs comme ça, complètement penchés. Là, c'était vraiment. C'est vrai qu'il a des traces vraiment intéressantes. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, le freinage, c'est pour freiner, c'est pour ralentir, mais c'est pour placer sa moto pour le virage. Donc, là, c'est la nouvelle séquence coaching.
Voilà, c'est du coaching gratos. C'est le Ici, coaching. tu vois. Le freinage, c'est tu es obligé de freiner. Tu vois, Ah, mais c'est si en tu fait. casses le frein, si t'as plus de frein, t'as le disque voilé à Eh l'arrière. ouais, mais Ouais. là, tu ralentis, en fait, tu freines plus. Ou sinon, tu mets comme. Tu mets la 1, tu mets la 1 Non, pour sinon, frein tu mets moto. le pied dans la roue arrière comme en BMX quand on était jeune, là, qu'on n'avait plus de mâchoire, là. Donc, oui, le freinage, c'est on freine et on se place. Donc, on parle beaucoup d'anticipation. Et ça, Romain est très bon. Ça vient peut-être du super motard, ça vient peut-être du fait C'est sûr qu'il et a bossé certain. avec Jackie, parce qu'avec Jackie, c'était tout le temps. Jackie, il fallait monter sur la colline à l'entrée des virages pour ouvrir, passer à côté des trous, passer en travers, mais il y a toujours un peu des combines. Mais c'est vrai que quand tu vois des mecs rentrer super serrés sur les freins moto droite, oui, c'est bon pour doubler, mais sur une manche complète, ce temps de freinage, il faut l'utiliser pour freiner, mais aussi pour se placer, pour prendre le meilleur virage possible. Et je trouve que Romain le fait très bien. Deuxième, Lucas Konen, 2 et 3. En tête de la première manche, il fait une petite glissade. Il perd pas grand-chose, mais il perd une place. Et après, il n'a pas pu. Il a essayé pourtant, mais il n'a pas pu revenir sur Koldenov qui va gagner la manche. Je trouve. Comme enfin, j'ai toujours été, je suis quand même assez critique, même en sachant qu'il a que 18 balais, mais ça roule bien, ça fait podium, ça fait 2-3. Il aurait pu peut-être gagner la première sans la chute. Il y a deux choses je ne sais pas si c'est sa moto qui fait que on voit moins de magie et de créativité dans son pilotage qu'on a vu l'année dernière ou sur quelques épreuves cette année. Mais ça roule très monotone pour un jeune qui a tant de bagages techniques et qui nous a montré tellement de belles choses. Et je trouve qu'aussi peut-être qu'il subit vachement sa moto. Je trouve que sa moto, c'est une des motos les moins bien réglées. Elle roule très, très, très haute. Sa moto est toujours très haute. Même quand il rentre dans les virages, pour virer, il faut que la moto, elle descende quand même. Tu vois, que baisser son de gravité pour qu'elle puisse s'insérer dans les ornières, pour pouvoir bien tourner. Je trouve que quand il coupe les gaz, sa moto, elle est de suite très haute et qu'il a du mal dans ses virages avec ça. Donc, je ne sais pas s'il galère avec sa moto parce qu'elle est comme ça depuis... je l'ai vu sur le circuit en Espagne où c'était un peu dans les bois, un peu sablonneux. C'est Lugo, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'avais trouvé que c'était comme ça déjà, qu'il galérait un petit peu. Je trouve que c'est pas autant pire que ça, mais je trouve qu'il est pas quand même aidé par son... Donc, je sais pas s'il est jeune et qu'il a du mal à régler sa moto. Mais je trouve qu'il y a de quoi faire là-dessus. Et peut-être que s'il avait quelque chose qui ressemblait plus à sa Husky de l'année dernière, il nous montrerait de meilleures choses. Après, je pense que naturellement, rouler sur une 450, peut-être que oui, niveau pilotage, ça l'a un peu adouci quelque part. Tu vois, il a pas besoin d'être aussi agressif qu'une 2,5, ça c'est clair. Après, moi, au niveau de la moto, ça me choque pas trop. Oui, forcément, si tu compares à la Kawa de Romain, c'est vrai que le centre de gravité il y a une grosse différence. Après, c'est vrai qu'il est peut-être plus à l'aise dans des conditions plus souples, plus sablonneuses comme à Kegums que sur le dur. Mais je trouve qu'il arrive quand même à bien rouler sur le dur aussi, à l'image d'Erlings aussi. Erlings, quand même, on l'attendait pas à ce qu'il gagne à Touchental sur des conditions sur terre dures, cassantes. Mais Donc, la moto d'Erling, c'est quand même très différente. Elle est beaucoup plus basse de derrière, elle roule plus basse. Puis lui, il est peut-être plus agressif, donc il a fait et, descendre. Et quand tu parles de texture, une moto qui roule haute sur les terrains un peu glissants, durs, où tu peux pas vraiment mettre la purée, freiner fort, accélérer fort, elle va rester haute. Mais si la texture est molle et que tu peux freiner plus fort, accélérer plus fort, être plus agressif, la moto automatiquement va descendre ouais. et ça va t'aider. Donc là, je pense que sur un terrain comme ce week-end ou peut-être Touchental, c'était compliqué pour Lucas. Je trouve que
il y a quelque chose qui cloche et il y avait cette magie, tu vois, tu le voyais, ouais, wow, la folie, tu vois. Et là, le seul truc que j'ai vu, par exemple, ce week-end, qui m'a dit, ouf, la folie, c'est le dépassement d'Erlings qui fait un intérieur avant le dévers de fou, là. Je ne sais pas sur qui, je ne me rappelle plus. Sur Koldenhoff, je crois. Koldenhoff Ouais, ou ouais, je crois Vlanderen. que c'est à l'Inter, là, où il fait une petite faute, mais il rentre beaucoup plus vite. Ouais, il glisse un peu, mais il reste Mm. debout sur un pied, il sort la jambe debout, il fait intérieur dans ce gros dévers là. Ça m'a vraiment impressionné. Mais je sais pas, peut-être que je ne me rappelle pas bien de l'année dernière, mais cette magie créativité, je trouve que ça roule et en fait, il n'y a rien, quoi. Ça roule vite, mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'étincelle dans le pilotage, par rapport à ce qu'ils ont montré avant, quoi. Comme dit Marvin, je pense que c'est aussi par rapport à la moto. L'année dernière, il était sur sa 2,5. Tu avais déjà cette technique, mais il était quand même obligé de plus s'attaquer. Là, tu as un peu moins d'attaque. Après, moi, ce que je trouve quand même bien chez lui, c'est sa capacité aussi de rebondir et d'adaptation. Le samedi, il était un peu en galère parce qu'il part bien et tu vois qu'il était moins à l'aise. Le lendemain, première manche, comme tu l'as dit, il y a cette petite erreur, sinon il gagne. Et puis, malgré tout, tu vois, dans la première manche, il tombe, il n'était plus trop dedans. Et puis, dans les dernières minutes, il a quand même encore le physique et tout pour revenir quasiment chercher Koldenhoff. Dans la deuxième, il fait encore une bonne course. Je trouve que, après, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat des réglages de moto et tout, je ne suis pas compétent pour ça. Malgré tout, pour un mec qui arrive, qui a 18 ans, puis globalement, je trouve que le personnage, c'est un jeune qui est vraiment, qui aborde le truc de la bonne manière. Il est vraiment sympa avec tout le monde. Enfin, quand tu le croises, c'est un mec cool. Je trouve qu'il a une bonne gestion de sa com. Il est sur la moto, il est impressionnant. Il a tout compris. Pour moi, Lucas Konen, je pense que c'est un garçon qui est intelligent aussi. Et tu vois, il a quand même que 30 points de retard. Il reste encore 8 courses. Il a 18 balais. Combien de mecs ont été champions du monde MXGP en arrivant directement? Il y a eu Keroli, Geiger et Romain. Il y en a eu 3 dans l'histoire. Lui, potentiellement, il peut le faire aussi à 18 ans. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est quand même chaud. Oui, après, il faut regarder ce qu'on a vu dans le passé. Après, on parle de 4,50 et tout. C'est facile. Hein. Demain, enlève 5 chevaux à la moto, tu vas attaquer sur la moto. Donc, si tu veux retrouver de l'attaque sur la moto, tu enlèves un peu de puissance pour faire attaquer le pilote. S'il a du mal à gérer la puissance, par exemple, ça peut être changé. Je pense que c'est point de vue parti que je pense qu'il est limité par rapport à ça et qu'il a du mal sur les terrains durs et secs, comme samedi. J'aimerais revoir un peu le Konen de l'année dernière. Tu prends un mec comme Roxane, il roulait en 4,50 en outdoor comme il roulait en 2,5, quoi. Il est arrivé, il a gagné l'outdoor assez rapidement en 4,50 aux US avec un tréteau, tu vois. Et après, quand tu le vois rouler. La première année, d'ailleurs, je crois qu'il a gagné l'outdoor. Ah ouais, 14. 2014. Ouais, si. Première année en 4,50, il gagne l'outdoor. Dylan aussi gagne l'outdoor, tu vois. Mais c'est possible, tu vois. Après, pas à 18 ans, mais tu regardes Roxane, même à 30, je sais plus quel âge il a, il va avoir 31 ans ou il a eu 31 ans cette année. Quand tu le vois rouler, tu la vois, bon, c'est moins automatique, mais tu vois qu'il a cette technique, cette flamme, il y a quelque chose, tu vois, quand il est dans un bon jour. Donc, c'est pas parce que c'est la 4,5. Techniquement, ça fait la diff, tu vois. Et là, moi, je me languis de voir Lucas être mieux sur sa moto et de nous montrer ce qu'il nous montrait quand il gagnait les Grands Prix. Ouais, donc du coup, peut-être un peu plus de folie dans son pilotage, comme il nous l'a montré, tu disais, l'année dernière à Material Racing. Oui, bon, après, c'est un mauvais exemple parce qu'il se fait l'épaule, tu vois. Oui, mais en fin d'année dernière, il empilait des Grands Prix, lui et De Wolf, et tu voyais qu'il y avait quelque chose, quoi, tu vois. Et là, on a du mal de le revoir. Moi, juste, j'observe, tu vois. Et j'aimerais
qu'il arrive à être bien sur sa moto, sur la piste, tout ça, et nous montrer ce qu'il faisait peut-être à 17 ans l'année dernière, quoi. Donc, Mais c'est vrai que basket, moi, je te suis dans le sens où, ouais, que ce soit du sable, de la terre ou quoi, il arrive à se battre avec, ouais, avec Romain, avec Erlings, avec tout ça. Et puis là, dans la première manche, donc il fait cette petite erreur. D'ailleurs, ça lui a sûrement coûté la victoire, enfin, pas la victoire au général, parce qu'il aurait fait ex aequo du coup avec Romain s'il fait 1 et 3 et 3 et 1. Mais à un moment donné, on a vu, il a lâché son bras dans un saut, il a peut-être chopé mal de bras, et quand même, quoi, tu vois, il a pas perdu du temps, il est resté, il s'est accroché, et en fin de manche, il est allé, il a tenté jusqu'au dernier virage, même si on sait que c'était difficile à doubler, et tu vois, on en voit, tu vois, des mecs des fois, bon, il lâche, il reste 2 virages, ça y est, c'est mort, et il est allé jusqu'au bout, donc il nous montre quand même beaucoup de combativité. On sait que les frères Conan, ils détestent perdre, ils veulent absolument gagner, chose qui les ont un peu pénalisés dans le passé. Mais là, on voit du mieux et ils ont appris pas mal de leurs nombreuses erreurs. Et puis là, ils sont plus réguliers. Donc, c'est ce qu'il faut pour le futur pour eux, quoi. ouais, merci les gars. Petite surprise hier, puisqu'on est lundi, Koldenov qui gagne la première manche. Première victoire de manche de Fantic, évidemment pas la première victoire de manche d'une Yamaha, puisque c'est une Yamaha déguisée. Moi, ce que j'ai trouvé sur Koldenov, c'est que, bon, là aussi, c'est pas un mec que tu mets dans le top 3 avec le plateau qu'il a sur le papier, parce que tu mettrais quand même Erlings devant et peut-être quelqu'un d'autre, mais j'ai trouvé c'est la Yamaha entre guillemets qui fonctionne le mieux en termes d'équilibre, de stabilité. Après, évidemment, au point de vue de la puissance, c'est pas automatiquement la plus puissante qui part devant, donc il faut que la puissance soit facile à utiliser et surtout au lâcher d'embrayage. Si tu as une moto trop agressive, c'est dur de partir et d'être constant. Donc je trouve que sur un terrain comme ça, sa moto l'a aidé, contrairement à d'autres pilotes, et j'ai trouvé super confortable sur ce terrain et on l'a vu, hein, il a pas craqué, derrière ça revenait et puis là il mérite sa victoire amplement. Je pense que, je pense que tout simplement, Koldenov, bon, énormément d'expérience, hein, beaucoup, il a jamais été champion du monde, mais il a réalisé vraiment de très très belles choses tout le long de sa carrière. On a vu au Motocross des Nations, il a gagné plusieurs fois, on ne l'attendait pas. Mais là, encore plus, quoi, cette première manche, d'aller la chercher comme ça, je pense que ça fait déjà beaucoup d'années qu'il roule le Yamaha. Là, on sait que la Fantic, c'est une Yamaha déguisée, comme tu dis, DV. Et je pense que ce mec-là, j'imagine avoir trouvé le bon réglage, tu vois, de moto qu'il aime et le garder. Et du coup, c'est ça qui le rend plus régulier, peut-être. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu moi ce week-end. Il était à l'aise et il nous a sorti une belle première manche. Je pense tout simplement que ouais, il a toujours la même moto, j'ai l'impression, et il se sent à l'aise là-dessus et il reste sur ses bases. Qu'est-ce JCV. que tu en penses? Ouais, bah écoute, Koldenov, je crois que c'est le vétéran du MXGP, c'est le pilote le plus vieux. Donc, comme tu disais, Marvin, il a grosse expérience. C'est un gars qui avait gagné d'ailleurs en MX2 il y a longtemps déjà à Matterley. Bon, il est toujours là, c'est vrai qu'il est capable tous les ans d'aller nous faire un gros coup comme ça. Ouais. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, juste que c'est la longévité, elle est là aussi pour lui. Et les années passent et je crois que ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus gagné de manche. J'ai l'impression qu'on l'oublie souvent, tu vois. Et après, il revient, on le re-oublie, entre guillemets, attention, hein, parce il est toujours présent, hein. Mais on l'oublie un petit peu, et boum, et il nous regagne un Grand Prix ou une manche par-ci par-là.
Alors d'ailleurs, Fantic, a priori, il y a aussi des bruits comme Mercato, quoi… Mercato, c'est Mercato. Mercato. Voilà. Mercato. C'est Mercato. Apparemment, Fantic, il y a des bruits aussi qui diraient que ça pourrait ne pas continuer l'an prochain. Et du coup, on entend dire aussi que la structure Ducati pourrait être switchée du team Madi au team qui fait rouler Fantic cette année, donc chez Louis Vosters. Ça fait aussi partie des trucs qu'on entend dire un peu dans le paddock. Ben, pour rebondir là-dessus, ça veut dire deux trucs. Déjà, je pense que Fantic a un peu des problèmes, des soucis un peu financiers. D'après les rumeurs que j'ai eues, ça coûte cher. Quand tu vois la structure qu'il y a, ça coûte cher. Il faut évidemment des teams. C'est pas un team usine, donc c'est un team. C'est des sous-traitants en fait, les teams. Ils prennent les motos et il faut de la caillasse quand même pour faire un team de MotoGP. Quand tu vois juste les semi-remorques qui s'ouvrent de tous les côtés et que tu veux faire une rave dedans, c'est chaud quand même, tu vois. Et puis, ça dit aussi que Ducati n'a peut-être pas envie de lâcher tant d'euros dans leur programme parce que ils font sous-traiter avec Madila, ils vont peut-être switcher sur le Vosters, là, ce mec-là, ça fait 1000 ans qu'il est sur les Grands Prix. Hein. Il a toujours été un peu sponsor de pas mal de mecs. Et puis, de même aux US, puisqu'ils vont prendre le Team Trolley qui existait déjà. Donc, quand c'est pas à 100% comme ça, c'est pas comme Honda US, Kawa US, KTUS par exemple, c'est vraiment eux. Quand tu fais sous-traiter et que tu prends un autre team avec avec leur sponsor, ça veut dire que tu recherches un peu de la monnaie et que tu veux pas vraiment investir énormément dans le programme. Donc c'est une bonne chose puisque bon, ce team il a l'air de tenir la route, hein, on le voit bien là. Et puis après, bon, c'est vrai que et je trouve que Madi fait quand même du bon boulot puisqu'ils ont eu des bons résultats. Donc c'est un peu bizarre pour Ducati de partir d'un sous-traitant italien et d'aller avec un Belge ou un Hollandais, quoi. C'est pas faire, mais enfin, c'est ce qui se dit. Il se dit aussi que Ducati pourrait mettre une deuxième structure, en fait, 2 motos, on va dire officielles, et 2 autres motos dans une autre structure en MXGP. Donc, il pourrait y avoir 4 Ducati l'année prochaine dans des teams différents. Et il y a aussi l'arrivée du programme 2,5. D'ailleurs, la 2,5, elle va rouler le week-end prochain là, à Roville, la finale du 24e Mix Tour. Il y a Lupino qui va venir rouler avec la 2,5 Ducati. Donc, on va l'avoir pour la première fois en France. Est-ce qu'il va mettre son maillot de la police nationale italienne, impinable, marron, là, Bordeaux, je ne sais pas quelle couleur elle est. Bordeaux, il me semble. Ouais, non, ça, c'est que pour les Grands Prix nationaux. Ruben Fernandez, le moustachu, pas mal, vraiment solide en deuxième manche. Là, pourquoi tu rigoles? Il est moustachu, non? Oui, il l'est, oui. C'est le Ron Jeremy italien. Beau quand même, beau Grand Prix, 5-2. Mal payé dans le sens où un 5-2, normalement, tu fais podium. Et finalement, il fait 4 à cause de la victoire de manche de Coldeneuve en première. Mais on le voit, il est vraiment ancré maintenant dans le top 5 et il joue avec les tops de la catégorie, quoi. Ouais, du coup, je pense à un truc. Tu te souviens de la chute énorme qu'il s'est mis à Todd Chantal quand il a tenté ce fameux double avant les pit lane. Donc, mine de rien, il n'y a pas trop longtemps. Je pense qu'il y a eu quelques temps avant de se remettre de ce crash-là. Donc, il disait même encore ce week-end qu'il avait encore mal, qu'il dormait pas bien, qu'il était un peu rincé. J'imagine. Mais en tout cas, sa deuxième manche, bon, on l'a dit tout à l'heure, il s'est absolument rien passé de cette deuxième manche à MXGP, mais il y avait du gros rythme, il n'y a pas eu de dépassement. Mais il a recollé Romain Fèvre en fin de manche et du coup, je pense que Romain, il a assuré son petit gap qu'il avait sur Fernandez. Mais du coup, Fernandez a réduit ce petit gap dans les 3 derniers tours. Du coup, fallait pas qu'il chôme Romain dans ce dernier tour-là et Fernandez a fini assez proche. Donc, voilà, ça va lui permettre de reprendre un peu confiance en lui. J'ai parlé un petit peu d'ailleurs à Jackie Vimon
qui est dans le team HRC. Et il m'a dit, ouais, il y a des fois, il est là, des fois il est moins là, il est moins présent, Fernandez. Et quand ça va, il met vraiment du gros gaz. Il nous l'a montré dans cette deuxième manche-là, et il est capable de faire de grosses performances. Le garçon, il peut être très généreux parfois. C'est quand même le moustachu le plus rapide, ça, c'est clair et net. Ouais, c'est ça. Non, en avec fait, Plessinger, faut les voir en action. mais pas moustachu, lui. Plessinger, il est pas moustachu? C'est pas la vraie moustache à la Fernandez. Ouais, c'est pas la stache. Ouais, mais c'est. Non. Ouais, mais lui, c'est mexicain, alors Plessinger, et lui, Plessinger, c'est le portugais. cowboy, il a les handlebars, C'est vrai. là, tu sais, le guidon, là, tu sais, ici, là, tac. Que Ruben, il a plus une moustache de maçon, quoi, tu vois. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, non? Mais il confirme parce que la dernière fois en Lettonie, il fait 5 du général, il fait 4-6, il fait 2 fois top 5 au meilleur tour en course et top 5 au général. Après, on a l'impression que tu le découvres, et c'est quand même pas un pourri depuis un moment, hein, Ruben Fernandez. Il a déjà gagné un GP, ouais, il en a gagné je un. crois. Hein. Oui, Ouais, mais en Argentine. Oui, je le découvre. Non, je sais qu'il est roulé chez Livia et tout à l'époque, mais bon, à l'époque, chez Livia, tu le sais parce qu'on l'a dit hier sur mais Automoto. non, mais sur Automoto. À un moment donné, je vous ai mis en silencieux, vous m'avez fatigué là. Donc, moi, tu sais que moi, je suis le pro pour faire ça. Hein. Je regarde le sport en silencieux souvent. Et après, tu te fais tes propres commentaires. Ouais. Non, je vous ai écouté. Mais là, maintenant, il y a sa mère qui regarde les courses, donc ils se font les commentaires de. Non, mais moi je regarde tranquille. Ma mère, elle me dit, oh, ça me saoule les Grands Prix, moi je suis US only, elle a dit. Donc elle n'a pas vraiment regardé à chaque fois. Faudrait pas que ta mère, elle déménage aux États-Unis, du coup. Non, mais elle aime mieux se lever à 3h du mat pour regarder le Cross US qu'un dimanche après-midi tranquille MXGP. Donc oui, je le connais, Fernandez. C'est bon. Je connais même Luis Fernandez qui joue au PSG, tu vois. Donc, oui. Top 5, Erling, j'ai trouvé que c'était mal payé, vu sa vitesse et son agressivité, ses dépassements. Bon, il a fait des erreurs. 4-4 en deuxième, il n'a pas bougé de la 4e place, comme on a dit en début de show. Et il gagne la manche qualif. Erlings. Ouais, je trouve qu'il reprend vraiment du poil de la bête, donc il fait pas 3 d'affilée. Moi, je pensais qu'il allait se battre pour la victoire, mais finalement, non. C'est beau quand même de voir un mec pareil, tant de blessures. Et je crois qu'il y en a eu des centaines. Ah, mais t'imagines, sans ces blessures, combien de. Déjà, il en est à 109 victoires. 108 ou 109? Je crois que c'est 109. Yes. Je crois que c'était 110 s'il gagnait ce week-end. Donc, t'imagines, avec toutes les blessures qu'il a eues, il serait à combien s'il n'y avait pas eu les blessures? Et puis combien de 350 350 peut-être 375. Ah, mais c'est chaud, mais mine de rien. Ah, c'est vrai. Oui, mine de rien, mine de crayon. Mais ils avaient fait un tableau et ils montraient les colonnes rouges. C'était les colonnes, les années en fait où il n'avait pas roulé tout simplement. Et quand tu vois ce tableau, c'est impressionnant, quoi, le nombre de saisons qu'il a raté. Et je crois que depuis qu'il est pro, il y a peut-être maximum 2 saisons où c'est pas fait mal. Parce qu'il y a des années où les champions du monde, en loupant 2 courses avec une clavicule, je crois qu'il y a 2 saisons où c'est pas blessé sur toute sa carrière. C'est un peu des carrières à la Tomac et Stewart, si tu regardes bien. Stewart et Tomac, qui sont les 2e et 3e meilleurs performeurs de l'histoire du SXUS, avec 51 et 52 victoires, un truc comme ça, ou 53, enfin bref. Dans 52 et 50, je crois. 50 pour James, et Eli, c'est 52 ou 53. Voilà, c'est un peu plus aux alentours de 50 victoires. Et les deux, ils ont que deux titres. Alors que tu as des mecs qui ont beaucoup moins. Des Dungey, il y en a 4. Ou je pense qu'il y a 4 titres Dungey, SX, 3 ou 4. Villopoto, pareil. Même Carmichael, qui a moins de victoires et qui en a 5. Donc, c'est les pilotes un peu comme ça. Donc, un peu des sanguins, un peu chaud bouillant. Et qui, évidemment, ça passe ou ça casse trop souvent. Mais à son niveau, avec tant de victoires, et plus tu te fais mal vieux, plus c'est compliqué de revenir. Là, en début d'année,
C'était vraiment, vraiment compliqué. Moi, j'ai vu, et j'en ai parlé après la Sardaigne, j'ai dit attention, Erling, c'est pas mal parce qu'il n'avait rien dans le sac. En première, je ne sais pas, il fait plus de 10, il est fait au-delà du top 10. Et en deuxième manche, il était devant pendant un moment, il fait meilleur tour en course. J'ai dit, ah, il y a quand même. Et en fait, j'avais dit, soyez un peu. Revenez sur terre au point de vue du niveau parce que c'est Erling qui fait le meilleur tour en course en deuxième manche, je l'avais dit. Et en fait, ça montre que. Il a dû quand même bosser comme un fou pour revenir à ce niveau-là. Il n'a pas mis si longtemps que ça finalement pour revenir, parce que comme tu le dis, en Sardaigne c'était compliqué et très très vite il a performé. Point mercato, Erlings ou pas? Non, on y va. Non, allez, c'est bon, allez. Ah non, parce que Erlings, c'est aussi un mec qui est sur le marché, qui a pas signé chez KT, qui aurait une proposition d'Honda. Je dis ça en passant. Voilà, bon, c'est bon. Allez, de toute façon, on va mettre vite fait. De toute façon, ils sont que deux au point de vue de. Parce que pour Marvin, il aime bien avoir le visu. Ils sont que deux au championnat. Hein, donc, c'est voilà, Febvre et Konen. Si vous voulez voir le reste du classement provisoire, il est là. Mais il faut regarder les 32 points qui séparent la première et la deuxième place. Il reste 8 courses. Avant de parler Mercato, il reste 8 courses. La Finlande, Loket, Lommel, Uddevalla en Suède, Arnhem en Hollande, la Turquie, la Chine et l'Australie. Turquie, Chine, Australie, ça va être chaud parce que c'est back-to-back-to-back. Donc, 3 courses sur 3 week-ends. Mais, donc, 2 grosses... Arnhem, c'est du sable, évidemment. Lommel, c'est du très très gros sable. La Finlande, je ne sais pas, c'est au milieu d'un circuit de vitesse. C'est artificiel tout. C'est du vitesse. C'est du sable aussi. Voilà. Donc, gros sable, avantage qui là? Romain ou Lucas? Vous les spécialistes. Moi, Ouais, quand tu vois comment Romain Febvre, il a déjà gagné Lommel, il me semble que c'est il y a 2 ans. L'année dernière, il fait podium. Donc Romain est quand même très très à l'aise dans le sable. Voilà. C'est kiff. Lucas, et en plus Erlings qui est vraiment là au retour à 100%, j'ai envie de dire. Ça va être une belle bagarre entre les trois. C'est lui qui va faire un peu office de trouble-fête sur ses courses de sable. À mon avis, vu qu'il a repris du poil de la bête, sans doute que ça sera pour lui, non? Ouais, ça va être l'arbitre numéro 1, ça c'est sûr. Après, sur les 3, ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Marvin, tu as raison. Romain à Lommel, il est incroyable. Lucas est très bon dans le sable aussi. Jeffrey, on n'en parle pas. Donc, ouais, il n'y a pas de. Impatient. Ouais, ça risque d'être. Et puis il y a Lommel aussi. Ouais, c'est quoi la prochaine course, tu as dit? C'est la Finlande. Ok, Finlande. Donc, ouais, il va y avoir plusieurs courses plutôt sablonneuses, du coup, avec Arnhem en plus, Lommel. Donc, je pense que ça va être des courses très, très intéressantes. Si on compare avec ce week-end où on a beaucoup parlé, où texture un peu dure, difficile à doubler. Quand c'est sablonneux, en général, il y a de grosses possibilités de dépassement et des gros exters et tout. On l'a beaucoup vu à Lommel. Donc, à mon avis, la dernière partie du championnat risque d'être vraiment énorme. Ouais, il y a 3 courses dans le sable. Finlande, Lommel, Arnhem. Il y a 3 courses sur des terrains en bois de cagette. Loket, Uddevalla et la Turquie. Et ensuite, tu nous diras du coup, Loket. Ah ouais, moi je vais à Loket. Et voilà. Je vais à Loket pour la finale des jeunes de l'Europe, ouais. Je vais aller voir ça. Je serai envoyé spécial, comme Marvin hier. On est toute une équipe, hein, on se passe le relais. Quoi. Ah oui, c'est ça, c'est la multinationale. JCV, pas Mercato. Mercato. Ça te plaît, ça. Donc, Erlings, proposition de Honda. On l'avait annoncé ici qu'il avait une proposition de chez Fantic. Mais si tu me dis que Fantic, ils mettent la clé sur la porte, ça ne va pas se faire. Donc, les transferts, ça évolue de semaine en semaine. On avait les frères Konen étaient pressentis chez Honda aussi. J'ai l'impression que tout le monde est pressenti chez Honda. On parle aussi de Prado. Les Konen, hein, je te dis tout à l'heure, a priori, ce sera KT. Chez Honda, ça devrait bouger parce que Geiger, il n'a pas été très content de la manière dont il a été traité
il est en fin de contrat. Voilà, est-ce qu'il va être remplacé? A priori, du coup, Fernandez, il devrait rester. À côté de lui, ce sera qui? Ça peut être Erling, ça peut être Geiger malgré tout. Et puis, effectivement, un Prado, si ça continue comme ça, là, vous êtes peut-être mieux placé que moi sur le marché US. Mais a priori, c'est quand même de plus en plus tendu week-end après week-end. Et chez Kawa, ça grince des dents. Donc, est-ce que ça peut faire la surprise de Prado qui revient au HRC? Peut-être que le HRC, c'est par rapport à l'âge et tout, miser sur Prado, c'est peut-être plus cohérent que sur Erlings. Après, Erlings, s'il continue de rouler comme il roule là, clairement, c'est du tout bon aussi. Donc voilà, ouais, ça va pas mal bouger. Puis alors, Geiger, s'il part de Honda, il va où? Chez Yamaha. Voilà, il y a la possibilité chez Yamaha. Chez Yamaha, on parle aussi peut-être de mettre que 2 pilotes au lieu d'en avoir 3. Maxime Ouais, Renault est toujours. Oui, mais et tu dis que Benny Stein a une offre, donc Renault, il va aller où? Il va sans doute rester, non? Maxime Renault, il est toujours sous contrat. Après, tout ça, c'est que des suppositions. Tu sais très bien comment Bien ça sûr, passe. Hein. mais moi j'ai entendu que Geyser s'était fait chez Yam. Donc, voilà, Pogba, il y a 2 jours, il était arrivé à l'OM et finalement, il va à Monaco. Donc, bon, ça et en plus, toujours. il a mangé avec le directeur sportif de l'OM quand même. Hein. Il y a voilà, des photos qui ont j'ai failli le dire tout à l'heure. Faudrait pas que vous deux là vous transférez dans le foot là. Ça y est, c'est parti. Ah bah, c'est vrai que Marvin, lui, il capte Nib en foot. Marvin, je l'avais croisé une fois au parc par hasard. Il était avec son coach. Il était avec son coach par hasard. Ça, c'est sûr, t'en souviens, c'était marrant. Bah oui, je m'en souviens, c'est la dernière fois que je suis allé voir un match de foot. Donc la dernière et la première. Ouais, c'est ça. Tu connais les règles du foot, Marvin? Oh, putain. C'est ce que J'ai c'est joué au foot jeu quand j'étais gamin. J'ai joué quand j'étais gamin. Ah ouais? Tu jouais quelle position? J'ai pas fait de match. Ah, que les entraînements. Et remplaçant. On parle de Prado, oui, c'est dur chez Kawa, il n'a pas les résultats escomptés, il est au fond du trou, d'après les rumeurs. Mais là, c'est pareil, il a un contrat de 3 ans, il est grassement payé. Je crois que c'était 3. Ah, j'ai entendu aussi 3, ouais. Ah ouais, j'ai entendu 3 ans, moi. Donc là, s'il reste 2 ans, déjà se barrer, peut-être que oui, Kawa voudrait bien parce que bon, c'est pas exceptionnel, mais il va se barrer. Il a un gros chèque, donc pourquoi partir, quoi? Tu vois, à la limite. Non, mais attends, c'est peut-être pas lui qui part aussi, c'est peut-être Kawa aussi qui. Tu sais comment c'est. Ils peuvent faire comme avec Villopoto. Ouais. Après, je vais dire, c'est pas de la Formule 1 non plus où si tu fais pas les résultats direct, tu sautes. Mais peut-être qu'aussi derrière Kawasaki, voilà, dans des contrats, il y a des clauses aussi. Hein, si tu fais pas non plus les résultats qu'ils espèrent, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai jamais vu de clause de résultat dans des contrats. Hein. Donc. C'est possible. Non, mais c'est possible, après, sachant que, comme tu dis, qu'il a un très très gros contrat, donc il peut y avoir des clauses comme ça. Hein. Ils vont pas le payer 3 ans s'il n'y a pas les résultats derrière. Oui, mais bon, après, ils sont un peu bloqués. Je pense que c'est défendable. Tu te fais pas virer. Bah, si, c'est défendable. Peut-être que lui aussi, tu vois, il peut aussi transiger. S'il se sent vraiment pas bien, qu'il a envie de partir, tu peux négocier des trucs. C'est pas fermé non plus. Ouais. En plus, Kawa ne voulait plus de Villopoto sa dernière année de contrat parce qu'ils avaient signé Tomac, non? Ou je sais pas ce qui s'était passé. Et en fait, ils ont envoyé. C'est comme ça que ça s'est fait. En fait, c'est pas Villopoto qui voulait aller rouler en Grand Prix. Hein. Il s'est fait pousser dehors, en fait. Pour finir son contrat, en fait. Voilà, ils lui ont filé les mêmes ronds et dit écoute, va rouler en Europe et tu gardes le même contrat, mais on te pousse vers la sortie. Est-ce que ça peut faire ça? Mais bon, ça fait un peu cher pour envoyer Prado. Puis surtout à son âge, au niveau de sa carrière, c'est pas la sortie là. Après, ce serait au niveau de l'ego, ça serait quand même une putain de désillusion parce que. Là, il se prend un coup de massue dans la tête là. Ça c'est. Mais bon, d'après encore les rumeurs proches des dossiers, il est un peu au fond du trou quoi, et ce qui est un peu normal quoi. Après surtout les résultats de Loudon où tout le monde pensait que ça allait le faire quoi. C'est tout pour les transferts? Écoute, ouais, on en a
pas mal Ouais, parlé des là, transferts. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est cool. on n'a Bon, pas parlé du team TM. Non, ouais, c'est vrai, on n'a pas trop d'infos. Ah non, ça de notre ça, ami Benoît Fortunato de c'est Ventavrin, ça. qu'on salue parce qu'il nous écoute toutes les semaines. Voilà. Je dis ça parce qu'on était juste en face du team TM. Là, c'était cool de voir des marques comme ça qu'on n'a pas aux États-Unis. Et bon, ça, c'est plus les 125. Ah, c'est bien, ça, le Team TM à l'époque. Tous les Italiens en Grand Prix 125, quand ils faisaient chauffer les motos, tu es sûr que tu pouvais changer l'embiellage Non, mais attends. Non, mais oui, Non, à mais fond. DV, hier soir, donc dimanche soir, sous le auvent, il y avait une 125. Le mec, il faisait craquer une 125 alors que tout le monde rangeait. On était dimanche soir. J'ai cru que le mec, il allait partir pour une séance d'essai ou une course. Je comprends pas. Il préparait la moto forcément pour le week-end Ah, prochain, les je sais Italiens, pas, ils mais adorent ça. j'étais mort de rire. Là, il faisait craquer la 125 comme jamais. Un petit mot pour. Il y a un Français qui a bien performé en matériel bassin, c'est Manofort qui fait 1-1 à l'Europe 125 et qui prend la plaque rouge. On n'en parle pas beaucoup, on ne les voit pas souvent. Moi, je ne suis pas abonné à MXGP, donc je ne vois pas les cours, je vois juste les highlights. Mais il fait une belle première manche en passant du monde. Il n'est pas super, super bien parti, 5-6. Et en deuxième, bon, au shot, il gagne. Dans deux textures différentes. Le samedi, béton sec et ils ont fait vraiment la deuxième manche c'était limite de la boue le dimanche matin. Donc voilà, je ne connais pas du tout le minot, mais un Français qui est en tête d'un championnat à ce niveau-là, c'est bien de le saluer. Donc, Ouais, et puis attends, il est arrivé, il avait pas mal de points de retard, il a eu des abandons. Il est hyper performant là depuis quelques courses. Je crois que c'est sa 6e victoire de l'année. Il revient co-leader, il reste 2 épreuves. C'est un super bon. Mano, c'est un jeune qui est hyper volontaire, qui a pas beaucoup de moyens, qui est rentré chez Yamaha MJC, qui s'entraîne dur, qui est basé dans le sud-ouest et qui a très très faim. Donc il s'était pété le fémur l'année dernière, il revient. Franchement, c'est cool de le voir à ce niveau-là. J'espère qu'il va être champion d'Europe parce qu'il n'y a pas tant de Français qui l'ont été en 125. Je crois qu'il y a eu Tixier, Moreau et Benistan en Europe 125. Et il sera aussi dans 2 semaines au Mondial Junior. C'est à Romagné en France cette année. Donc ça va être cool. On a potentiellement, il peut devenir champion du monde 125 aussi. à la maison en plus. À la maison. C'est dans quelle catégorie qu'il y avait un Hongrois qui roulait super bien là, et qu'on ne voit plus trop là? C'est en 125 l'année dernière, mais s'il est pas si mal, il doit être 2 ou 3 de l'Europe 2,5. Ah, ok, parce que je ne l'ai pas trop vu dans les résultats. Il a été champion 125 l'an passé, et là, je crois qu'il est 2 ou 3 de l'Europe 2,5. Donc, on va suivre ça. Et aussi, on reste. La Hongrie. Pardon? La Hongrie, c'est important de suivre. Ouais. Ah oui, j'ai roulé moi en Hongrie, hein, à Kaposvar, attention le circuit. Hein, il y avait des trous, ils avaient 35 ans les trous. Tu sais, les trous recouverts d'herbe, tu sais, aux essais, là. Tu roules et tu te fais surprendre, tu guidonnes, tu sais pas pourquoi, en fait. Mais en fait, tes trous, ils sont sous l'herbe. Tu vois, un truc, mon pauvre. Attention. Attention pour aller en Hongrie aussi avec un camion qui roule à 90. On est parti 3 semaines avant. Oh là 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 là. Heureusement que tu t'enchaînais pas tous les week-ends, alors s'il y avait tant de route. Ben, t'es obligé. Hein. Attends, souvent, on campait en Autriche, en fait, entre les Grands Prix, parce qu'on n'avait pas le temps de rentrer. Les trucs, c'était à 70 dans les montées, 90 sur le plat. Quand tu faisais 2000 bornes, je vais te dire. Un autre, on reste sur les Français. Super week-end du team Bud Racing en EMX2 avec la victoire du gaillard espagnol Garcia et la 3e place de Canon. Donc c'est cool quand même pour. C'est la première fois qu'il gagne, j'ai envie de dire un GP de l'Europe, il me semble, Bud Racing, ou c'est la première fois qu'ils font les deux sur le podium? Les deux sur le podium, l'année dernière, Vanel en a gagné quelques-uns. Exact, excuse-moi. Mais c'est la première fois. C'est la première fois de la saison. C'est la première fois de la saison qu'ils en gagnent une. Ouais. Et la première fois qu'ils sont les deux sur le podium. Donc, super week-end. C'était l'anniversaire de Steph. Anniversaire de Steph Dassé en plus. Donc, ils se sont régalés. Là, les Français. C'est cool chez Bud, c'est qu'ils sortent quand même d'une saison un peu complètement ouf avec Valin. Tu es champion d'Europe et tout. Tu repars sur un tout nouveau projet. Tu vas chercher Canon australien que personne ne connaît trop. Garcia, je crois qu'il était blessé l'année dernière. Et puis, Garcia, il performe. Hein. Il gagne des trucs. Il est en bagarre pour être champion de France aussi en
en élite, donc c'est cool. Il mériterait de se laisser d'ailleurs pousser une moustache aussi, parce qu'il est un peu dans le gabarit, un peu comme Fernandez. Ouais. Tu es en train de dire qu'au point de vue du recrutement, ils ont de bons recruteurs chez Bud Racing. Bah écoute, là, ils ont pas mal. Ouais. Bon, voilà, c'était bien cool. C'est la fin. Il n'y a plus rien à rajouter ou quoi? Écoute, 1h50 quasiment, c'est pas mal. Ah oui. Juste pour la MXGP, il y a des fois on fait le MotoGP, le MXUS. Une fois, on a fait 3h45. Des fois, on fait la Ligue. C'est vrai. 3h45, on a fait une fois. Et encore, on n'a pas. Des fois, on fait la Ligue avec Hugo, ses courses qu'il fait, en nocturnes. Sinon, on aurait pu parler du MotoGP, de tout ça. Enfin bref. Mais ça ira bien. Merci tous les deux d'être venus. Marvin, après une nuit presque blanche dans une cabine avec maman dans un ferry, là. Vous êtes bien amusés avec la petite. Mais la petite, elle dort. Ouais. Il y avait la petite. Et puis JCV qui était aux commentaires de Automoto la chaîne hier. Donc on ne pouvait pas faire plus expert que vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Basket, tu es là le week-end, tu es sur place le week-end prochain? Ouais. À Roville? Ouais. Ah ben normalement je serai là dimanche vu que comme ça, regarde moi comme il est beau le Marvin là avec comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Lisa. Oh là là, il est content hein, avec son petit t-shirt vintage. J'ai que celui-là en ce moment. J'ai rien d'autre. Les temps sont durs chez KT. Ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est bien, Marvin, je te vois dimanche. Et puis juste un petit aparté sur Automoto, on va diffuser pour la première fois justement le mondial des jeunes. On va faire toutes les manches en direct de Romagné. Donc, c'est plutôt sympa, tu vois. On va pouvoir découvrir un peu toutes les catégories, 65, 85 et tout. Donc, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on connaît l'équipe américaine? Alors, elle a été publiée. Par contre, les noms, ok. En ce qui concerne les gens du vrai sud, du 13, de par là, les Provençaux, les Provençaux, ce week-end, c'est le Supercross de Châteauneuf-les-Martigues, le Pro X6. J'y serai en spectateur. Et évidemment, il y a Hugo et Anthony qui roulent, donc je vais aller voir les deux peintres rouler. Mais attention, DV, il va peut-être monter sur une moto en basket et nous montrer comment on passe. Non, mais c'est fini, ça. Si Hugo et Anto ils passent pas assez bien les hoops, on ne sait jamais. Bon, on verra. Mais non, ça non. Je te serais plus dans la tente VIP avec une coupe de champagne bien fraîche. Donc, ce week-end, c'est la finale de l'élite à Roville dans le 50 pour les mecs du Nord. Et pour les mecs du Sud, Châteauneuf-les-Martigues, les gars, venez nombreux, ça va être bien. Bon, c'est pas un mais bon, ils ont quand même. Non, mais c'est toujours cool. Moi, d'habitude, j'y vais pour faire speaker là-bas. Malheureusement, cette année, comme il y a l'élite, je peux pas y aller. Mais c'est toujours cool. Château, c'est la première. C'est vrai que la piste, elle est sympa. Il y a toujours du monde, une bonne ambiance. Il fait beau. Il y a des bonnes pizzas. Tout est cool. Donc, il faut y aller, effectivement. Et puis les clubs investissent énormément de plus en plus. On voit le Château, mais aussi Saint-Thibéry, Lunel. Maintenant, il y a Magesque aussi. Je veux dire, et puis voilà, les circuits sont de plus en plus gros, les espaces pour le public et tout ça. Donc, ils investissent énormément et ça, c'est vraiment top. Donc, jouez le jeu, les gars. Il y a des mecs qui se font chier à organiser des courses. Donc, essayez de jouer le jeu si vous le pouvez. Un petit message vite fait, David, pour toi. Tu parlais des mecs qui se font chier pour organiser des courses. Il y a aussi la Rookies Cup. C'est les courses pour les jeunes. C'est au mois d'août. C'est au Sable d'Olonne. C'est organisé par Mickaël Lecuy, que tu connais bien. Oui. Et il m'a dit de te passer le message que tu étais le bienvenu si tu voulais passer là-bas cet été. Message passé. Passe VIP, coupette de champagne ou... Ah, bien sûr. Ah, voilà. OK, ça va. Bon, je... Réfléchis à ça. Je lui demanderai à notre ami Michael Cull. Voilà. La date exacte, c'est quoi déjà? Alors attends, ça finit le 10 août et ça commence le mercredi d'avant. Je crois que c'est ça. Okay. Donc c'est assez cool. Et Marvin, si tu es dans le secteur, n'hésite pas non plus à passer. Chaque année, il me contacte. Donc, mais il sera là, Marvin, parce qu'il roule le 14 août à Magesque au Air Contest. Exact. Il va venir, Marvin, nous faire du SX.
tu t'entraînes ou quoi là? Parce que moi, j'ai vu des photos de Pas glace, de tourisme, mais. J'ai fait j'ai fait 2 sorties de vélo de route là. Ah, c'est bon, t'es prêt. Ouais, c'est bon. Et David, tu as Je commencé vais- par rapport à notre défi à t'entraîner un peu aussi ou pas? Non, mais pas encore, on en reparlera. Défi, non, oublie. On en reparlera. On en reparlera. Bon, allez, merci les gars. Et à la semaine prochaine pour le débrief de Southwick dans le Massachusetts, dans les sables de Dans les Southwick. Sables d'Olonne. Ouais, c'est ça. Allez. Ah, ciao les gars. Ciao. Ciao. À plus. Ciao.